Cette semaine au Prélude Football Podcast, Pierre, c'est pas n'importe qui qu'on reçoit. On reçoit... une question pour toi pour débuter l'épisode. Est-ce que tu sais où le premier match de football américain a été joué? On va prendre une chance à McGill. Guess again. Mais ça incluait McGill. Est-ce que tu sais contre qui McGill a joué à ce premier match de football américain? Ça, c'est la preuve que de ce temps-ci, c'est tout toi qui fais la recherche. Ben écoute, j'essaie de... Je fais mon possible. Non, vas-y. C'était contre l'université Harvard au printemps 1874. Solide, bravo. Printemps 1874. C'est où que la deuxième game de football américain a été jouée, Pierre? À McGill. À McGill contre? Harvard. Exactement. À l'automne, je pense. À l'automne 1874. Puis pour rajouter sur le printemps, quand McGill avait été à Harvard, c'était sur un événement de 2 jours. Fait que la première journée, ils ont pris les règlements américains, qui étaient plus similaires au soccer. Alors que la deuxième journée, ils ont joué avec les règlements canadiens, qui est un genre d'hybride entre le football et le rugby. Fait que ça s'était fait sur 2 jours. De mémoire, là, je vais peut-être l'échapper là-dessus, il me semble que c'était comme une genre de défaite de 3-0. C'était pas 2 grosses offenses qui avaient roulé cette journée-là. Là, fait que cette semaine, Pierre, on reçoit Alex Surprenant, head coach, 22e? Ouais, je pense que... 22e head coach des maintenant Redbirds de l'Université McGill. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alex. C'est très apprécié. J'ai commencé avec une petite information de trivia, Pierre. Tu vas pouvoir ajouter ça dans ton Rolodex. Comme d'habitude, on va commencer ça avec une actualité. Pierre, on s'en parlait tantôt en s'en venant dans l'auto. Tu avais des trucs en tête. De quoi tu voulais parler, en fait? Là, c'est ça. On parlait de... Tu nous expliquais avant qu'on enregistre que tu commençais les activités, appelons-le le début du camp d'entraînement lundi prochain. Ouais. Puis moi, cette semaine, je planifiais mes pratiques. Nous autres, on commence une semaine plus tard. Tu sais, commencer un coach, là, ça va me prendre tout le temps qu'on peut pour se préparer. Là. Ouais. Je planifiais nos plans de pratique, je planifiais nos journées de camp d'été. Puis maintenant, je sais pas si c'est une mode, c'est zéro une mode, là, mais on essaie justement de faire des ateliers d'équipe, de préparation mentale, de nutrition, de whatever. Puis j'étais curieux de toi, à McGill, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as peut-être amené? Qu'est-ce qui maintenant est un no-brainer quand il vient comme atelier de préparation off the field, que ce soit de team bonding ou d'informations que tu veux donner à tes joueurs? Là? Qu'est-ce que toi, tu juges important? Bon, on est très chanceux, McGill, parce qu'on a l'incroyable Marc Glaude, qui évidemment... J'avais pas pensé. Qui coach notre ligne offensive, puis que j'ai engagé également pour s'occuper de ce volet-là, de la préparation mentale. Fait que tu vois, on en a parlé hier, là, je pense qu'on a... je dirais dans le premier 7 jours, là, on a 3 séances de team building, d'une heure chaque, où on va faire toute l'équipe ensemble. Puis, c'est sûr que l'an dernier, le contexte était différent vu qu'on venait d'arriver. Fait que, ça a été des séances où on a déterminé tous ensemble qui on est, qu'est-ce qu'on veut représenter comme valeur, ces choses-là. Fait que ça va être un exercice intéressant. Puis là, cette année, là, c'est l'année 2. Fait que, on va varier un peu les sujets. C'est sûr qu'on va essayer de déterminer un thème pour la saison 2025. On veut parler aussi de définition de rôle dans une équipe. On est passé de 75 joueurs à 103, 104 en ce moment, dont une majorité de recrues, ce qui est assez particulier. Fait que, je pense que c'est important d'en discuter ça avec les gars, parce qu'évidemment, comme vous le savez, dans une équipe de football, il y a toutes sortes de rôles. Il y a des joueurs partants, il y a des joueurs remplaçants qui vont être actifs sur une unité spéciale, il y a des gars qui ne seront pas habillés. Donc, il faut prendre le temps d'en discuter. Fait que ça fait partie des objectifs qu'on a déjà identifiés. C'est vrai, j'avais pas pensé que Marc Claude... Moi, j'ai aucun mérite. Là. J'ai Marc. Fait que j'ai déjà assisté à un de ces ateliers là, qu'il parlait en tout cas, moi, je l'avais trouvé... Je l'avais vu à Hansik, il l'avait invité à Hansik pour demander aux joueurs l'importance de la cohésion d'équipe, puis bref. Ouais. On a, de façon hebdomadaire, le lendemain ou le surlendemain de tous les matchs, on a tout le temps une capsule, si tu veux, là, de 5 à 10 minutes où Marc va choisir un sujet ou il va soulever une question qui va être discutée devant toute l'équipe. C'est des échanges super intéressants. Puis, moi, je pense que comme coach en chef, ma job, c'est d'avoir
la capacité à déléguer ces choses-là. On ne peut pas être expert en tout quand on est coach en chef. Puis comme vous le savez, tu as besoin de 25 volets différents. Mais c'est sûr que le gars qui s'occupe de ce département-là chez nous, c'est M. Glaude. Ah, très nice. Futur docteur. Oui. Futur docteur Glaude. Ouais. Hein, attention. Pierre, quand tu t'adresses à lui, hein, Je sais. il faut que ta colonne soit droite. C'est bon. Tu comprends? Tu parlais de rôle. Il y a des gars comme Deion Sanders, que lui, dans son équipe, Pierre, il n'y a pas de capitaine, il y a des leaders, puis il y a des dogs. Fait que sur leur jersey, il y a soit des L, soit des D. Tu vois ce que je veux dire? Toi, pour tes capitaines, comment vous abordez ça? Est-ce que vous abordez ça de la même manière à toutes les années? C'est-à-dire le choix de capitaine, puisque vous recherchez dans les capitaines, est-ce que vous questionnez à toutes les années? En fait, comment toi, tu gères ça, toi, les capitaines? Ouais, tu sais, mettons que j'additionne mes 6 années de coach en chef à Saint-Jean, tu sais, over the years, je l'ai fait de façon différente. On a déjà fait voter les joueurs. Puis, tu sais, là, je dirais que dans une histoire plus récente, ou en tout cas, ce qu'on a fait à McGill l'an dernier, c'était vraiment plus les entraîneurs, tu sais, qui ont ensemble, collectivement, où on a choisi ces capitaines-là. Tu sais. Puis, tu sais, des fois, le nombre aussi, tu sais, des fois, tu essaies d'avoir un nombre pair égal, attaque, défense. Tu sais, moi, je suis plus du genre à me dire, ben, si on file qu'il y en a 3, ben il y en a 3. Puis si on file qu'il y en a 6, il y en a 6. Puis non, c'est pas obligé d'être un gars par position. Puis non, c'est pas obligé d'être égal attaque-défense. Parce que pour moi, c'est comme qui représente vraiment ça. Force-les pas. Essaie pas de mettre un gars capitaine quand t'espères qu'il va devenir quelque chose qui n'est pas encore. Donc, fait que moi, c'est un peu ça la philosophie qu'on a. Là, dans le passé, je pense qu'on avait 5 de mémoire. Fait que, c'était un nombre impair, mais c'était des gars avec qui on était confiant de travailler. Ça, toutes les années. Je me pose encore la question. Tu vois, tu parles de ça, puis tu me l'as même pas dit, mais je me posais la question hier de comment. J'ai l'impression qu'à toutes les années, on recommence. On recommence encore. Ouais. Mais, tu sais, pas qu'on recommence, là, mais qu'on a la même réflexion à savoir comment on va le faire cette année. Il n'y a pas de. Ouais, puis tu sais, des fois. Pas de recette magique. Non, puis tu sais, je vais reciter mon chum Marc Glaude, justement, tu sais, au niveau du leadership, que tu sois capitaine ou non, tu as des façons encore de t'impliquer. Puis c'est pas parce que tu ne l'es pas qu'il faut que tu fermes ton bec pour les 4 prochains mois. Donc, je pense que c'est important d'expliquer ça aux gars. Oui, de façon honorifique, il va y avoir des gars qui vont aller faire le coin toss avec les arbitres avant les matchs, mais c'est pas juste ça, être capitaine. Il y a toutes sortes de niveaux de leadership différents que tu peux avoir, puis que tu aies le titre ou non, je pense que c'est pas grave. Tu as une façon de t'impliquer pareil, que tu sois un gars de 5e année ou une recrue, c'est vrai aussi. Puis surtout, encore une fois, dans notre contexte qui est un peu particulier cette année, même si tu es jeune, tu veux prendre la place, ben let's go, mon homme. Ouais, tu peux avoir un capitaine de. Ben, dans votre cas, c'est encore plus fou, mais de première année. Quand je dis plus fou, c'est qu'il y a un gros. Tu sais, c'est sur des 4-5 ans. Là. Ouais. Bon, à l'université, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça, un capitaine de première année. C'est une bonne question. Est-ce qu'on va aller là cette année? Je ne sais pas. On va avoir des discussions là-dessus. Peut-être qu'au niveau secondaire ou collégial, vu que c'est un contexte plus court de 2 ou 3 ans, ça s'y prêterait plus. Fait, bonne question, je sais pas. Moi, encore une fois, c'est pas nécessairement ton âge ou le millage que tu as dans l'équipe qui te donne le droit d'avoir plus droit de parole qu'un autre. Là, fait que surtout dans un contexte comme le nôtre où on est en pleine évolution, en plein changement. Ça fait longtemps que tu coaches quand même. Ça fait. Ça fait Merci de me rappeler que je suis rendu vieux. Là. J'ai eu 40 ans là, au mois de juin. Là, fait que, Félicitations. Ouais, là, c'est un choc. Là. Ouais, non, c'est ça, fait exact. Que, je pense que ça va être ma 16e année de coaching en 2025. Là. Je coach depuis 2010. Fait que, ben, moi également, d'ailleurs. Fait que ma 16e. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, j'ai. En tout cas. Ça t'es-tu. De combien? De 42? Ouais, non, c'est ça, exact. Non, un petit peu moins. Okay, un petit peu moins. Peut-être que ça t'est arrivé, peut-être que ça t'est pas arrivé, mais je lance la question quand même. Comment tu as géré ça lorsque tu es arrivé dans une pièce où c'est pas évident de savoir c'est qui les leaders? Bonne question. Je dirais qu'il n'y a rien qui presse non plus. Fait qu'on n'a pas parlé de ça par rapport au capitaine, mais tu n'es pas obligé de les nommer dans les premières semaines non plus. Quand je suis arrivé à McGill en février 2024, je connaissais certains gars que j'avais recrutés dans le passé, mais il y a bien des gars que je connaissais pas. Fait que, je pense que tu prends le temps de rencontrer ces gars-là individuellement, d'apprendre à connaître tout le monde, puis
tu peux laisser le temps aller un petit peu avant de prendre ce genre de décision-là. Fait que, je pense que le temps fait les choses, puis mener à travailler avec les individus, tu apprends à connaître qui pourrait avoir ce rôle-là éventuellement dans ton équipe. Là. Pierre? Je me pose aussi cette question-là. Je me voyais commencer à pratiquer, puis j'étais comme là, ça nous en prend-tu 2? Ça nous en prend-tu 1 de suite? On se donne-tu la semaine avant qu'on en... Ouais, bref. Ça peut être progressif, tu sais. Peut-être qu'il y en a des évidents que tu veux nommer plus rapidement, puis peut-être que tu te laisses une porte ouverte pour plus tard, dépendamment si ça éclot ou non. En tout cas, peut-être c'est nous autres qui en... Mais tu sais, des fois, si tu dis les évidents... Il n'y en a peut-être pas non plus. La dernière fois qu'on a enregistré, t'étais fou raide, là. OK? Je veux juste mentionner ça. Avant que tu commences à parler, là. Tant que ça. Ben, je le mentionne. OK. Mais, tu sais, en plus, des fois, les évidents pour, on va dire, les coachs, c'est peut-être pas les évidents pour les joueurs. Puis là t'espères que, genre, ils deviennent pour les joueurs. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben non, on va le montrer aux joueurs que c'est eux. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est une zone complète. Parce que des fois, les votes de joueurs aussi, moi, je me souviens à Saint-Jean, j'avais arrêté de faire ça parce que je filais que ça peut devenir un concours de popularité un peu, tu sais. Puis là, même si la question, c'est de nommer un capitaine avec la définition qui vient avec, ça veut pas dire que les joueurs vont voter en fonction de ça, tu sais. Puis tu sais, je me souviens, je n'aimerais pas de nom, mais je me souviens qu'il y avait des aberrations. J'étais, oh, OK, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais, peut-être que c'était peut-être pas la meilleure idée de lui donner le pouvoir, là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que ça dépend. Ben, c'est pour ça, Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu fais voter les coachs aussi, puis les coachs ont la balance du... ça peut être ça, là. Tu fais voter les joueurs, tu fais voter les coachs, puis généralement, les coachs, ben, sont 12-15. Ouais. Okay, bref. Ouais. En tout cas. Ou tu fais voter les deux. Tu fais voter les deux pour voir si tout le monde est aligné. Puis si c'est pas le cas, ben là, tu te donnes le droit à ce staff de veto. de veto. Ouais. Exact. Ouais. Puis des fois, tu peux peut-être t'apercevoir plus souvent qu'autrement que tu es aligné avec tes joueurs. Puis là, ben, tu te sens bien par rapport à ton choix. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Grosse première actualité, Pierre. Énorme. Sinon, il y a les training camps de la NFL qui recommencent. Est-ce que tu as une équipe préférée de la NFL? Oui, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ah ouais? Ouais, moi. C'était qui? C'était Félix? Je pense, ouais. Moi, dans le fond, ce qui est arrivé, là, short story, j'étais un gars de hockey. Fait que quand j'ai commencé à suivre le foot, au début des années 2000, mettons, mon premier pari sportif de Super Bowl, c'est 2001, où j'avais gagé pour les Rams et contre les Patriots. OK. Puis là, je vois ce gars-là, Tom Brady, faire ce qu'il fait avec le contexte de cette saison-là. Puis je me suis dit, ben là, OK, je gage plus contre ce gars-là. Fait que j'ai arrêté de gager contre Tom très rapidement. Puis ben, pendant une vingtaine d'années, ça aurait été très lucratif comme décision. Shout-out à mes amis qui ont pris plein de paris pour les Bills ou les Jets ou ces gars-là. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, bon, évidemment, on a eu... j'ai eu comme une relation extra-conjugale avec les Bucks pendant quelques années quand Tom a été là quelques années, puis avec un autre Super Bowl. Exact. Puis là, je suis revenu manger mon pain noir avec les Pats dans les 2-3 dernières années, évidemment. C'est un peu plus difficile, c'est correct. On a... Vous avez eu vos heures de gloire. On a marché le chess sorti pendant 20 ans en Nouvelle-Angleterre. Fait que là, on prend notre trou, on attend, on espère que Drake May is going to be the guy. T'sais. Donc, on va c'est qui les vrais fans quand ça va mal. Ouais. Mais c'est ça l'affaire. Jusqu'à toi qu'il y a un Messi qui revienne. Il joue pas au soccer, lui. Oh my God, Pierre. Oh my God. Toi, t'essaies d'amener le podcast au prochain niveau. C'est ça l'affaire. OK, mais je vais embarquer maintenant dans tes affaires. On amène le podcast au prochain niveau. Sinon, dans l'actualité, c'est sûr que l'été, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de sport que moi, je vais parler d'Eugénie Bouchard. Ah ouais? Je ne sais pas si vous avez vu le match d'Eugénie Bouchard cette semaine. Son deuxième, qu'elle a perdu. Mais ça a donné que la veille, parce que ma conjointe est une bonne joueuse de tennis. Elle fait de la compétition, elle l'a enseigné. Puis là, mes enfants, cette semaine, sont en camp de tennis aussi, en camp de jour de tennis. Fait que là, on voulait un peu les introduire à ça. Fait que, la veille, je pense qu'il y avait Coco Gauff qui jouait contre Collins. Ça a été... je suis pas un expert, là, mais ça a été vraiment un match pourri. Le niveau de jeu était atroce, puis les deux filles n'étaient pas clutch du tout. Puis d'habitude, je suis un ardent défenseur du tennis féminin. Je considère que c'est un sport où
ça peut être autant, sinon même plus intéressant que le tennis masculin. Puis là, le lendemain, il y avait Bouchard qui jouait quand même contre, je pense, une 17e tête de série. Puis elle l'a amené en 3-7. Le stade était plein. Puis c'était du tennis vraiment de haut niveau. Puis au point où tu te dis, ben là, elle continue-tu ou elle arrête? Fait que c'était honnêtement, malgré la défaite, shout-out à Jenny Bouchard qui a très bien joué. Exact. Parlant de sport individuel, comment on gère comment on gère un joueur? Ça peut être un coach aussi, dont ses objectifs personnels ne sont pas alignés avec les objectifs de l'équipe. Écoute, regarde, je pense que ça te prend des bonnes séances de team building avec un gars comme Marc Claude, dans la mesure où on parlait de rôle tantôt. Il faut que tu rallies les troupes, puis tu peux pas avoir d'individus qui pensent juste à eux. Je pense que c'est correct d'avoir des objectifs personnels comme personne, mais pas au détriment des objectifs collectifs. Faut que ça soit discuté en équipe. Je faisais une joke, mais nous, en tout cas, on se parle beaucoup, là, Olivier et moi, puis on a l'impression de le vivre plus d'année en année. Les gars, ils ont des aspirations. Nous, à notre niveau, c'est d'aller aux États-Unis. Toi, à ton niveau, ça pourrait être de se faire repêcher. Ouais. Puis des fois, moi, j'ai commencé à la poser, la question à certains joueurs de... As-tu l'impression que nos objectifs d'équipe nuisent à tes objectifs personnels? Puis des fois, ils me disent oui. Des fois, ils me disent... Non, j'y avais pas pensé. Des fois, mais non, c'est une évidence. Mais nous, on le remarque plus. Mais toi, dans ton cas, un gars qui veut se faire repêcher puis qui cherche... je n'ai jamais coaché à ce niveau-là. Là. Je présume qu'il cherche à avoir des stats ou qui est très, très, très préoccupé par un ranking qui est sorti à mi-saison. J'allais dire comment tu gères ça, mais pour le reste, ça doit être tough à gérer. Là. J'ai pas de souvenir de cas problématiques tant que ça, dans mes 6 années universitaires, vraiment. Pour moi, j'ai de la misère à avoir un scénario où des objectifs d'équipe peuvent réellement te nuire à tes objectifs individuels. Là, mettons, tu parlais de receveur qui veut le ballon. Moi, pour moi, si t'es un receveur et t'es content de ne pas avoir le ballon puis tu viens pas chialer dans mon bureau, genre, t'es pas assez un dog. Là, mettons, je pense à des gars comme Jalen Greaves que j'ai eu à Concordia qui était comme coach, je suis toujours ouvert. Fais juste me lancer le ballon. Puis c'était dans son mindset, c'était ça. C'est bien correct comme ça. Il faut que tu ailles fin, je pense, comme joueur. Mais ça serait, comme je dis, ça serait vraiment mentir, je pense, de dire que nos objectifs d'équipe, on est là, on veut gagner les matchs, on veut bien faire à l'attaque en défensive ou c'est une unité spéciale. C'est sûr qu'il n'y a pas d'objectif qui te nuise réellement. Je pense que en tout cas, je ne vois pas de scénario où ça existe. On dit la même affaire. C'est pas fou. Ouais. Tantôt, j'ai commencé à parler, mettons, des training camps. Puis là, en parlant de training camp, on a découvert que les Patriots, c'était une de tes équipes préférées, que Tom Brady, tu as suivi sa carrière. Est-ce qu'il y a un coach qui t'inspire, en fait, dont tu suis la carrière de? Mettons, rendu à mon âge, en 2025, il n'y a pas un individu en particulier que je dirais que je suis. Je lis quand même beaucoup. J'écoute plusieurs podcasts également, surtout dans tout ce qui se passe dans l'NCAA en ce moment. J'ai lu de quoi sur Saban récemment. J'ai acheté de quoi sur Mike Leach que je vais lire prochainement. Mais je dirais que si tu me ramènes au début de ma carrière de coaching, puis je l'ai probablement déjà dit, là, mais dans les débuts des années 2010, quand je me cherchais un peu offensivement à vouloir trouver ce que je faisais, je dirais 2 noms. Je dirais, mettons, Chip Kelly à Oregon, avec l'explosion du RPO, puis le fait que no huddle, ça allait vite, ces choses-là. Puis Art Browse aussi, je dirais, un petit peu plus tard, mettons, milieu des années 2010, où là, avec RG3, c'est sûr c'était assez particulier au niveau des alignements offensifs qui étaient très, très, très larges. Des receveurs qui étaient à une verge du sideline, littéralement. Ça, pour moi, ça avait été assez inspirant, assez révélateur. Fait que probablement les 2 noms au début. Mais là, en ce moment, j'essaie justement de pas juste focus sur un gars, mais de lire toutes sortes de choses de plein de personnes. Ouais, exact. Ouais. Toi, c'est qui? Moi aussi, j'en ai pas un. J'en ai comme plusieurs. J'aime bien Brian Flores
c'est le coordinateur défensif aux Vikings. Il y a quelques années, il était head coach de Miami. Puis après ça, il avait voulu être head coach des Giants. Puis là, finalement, je sais pas si tu te souviens de ça. Non. Ah, lui puis Tua, ça avait été tough. Là, je pense, lui puis Tua, ça avait été tough, mais il y avait eu des bonnes saisons. Là, il avait appliqué pour être head coach aux Giants. Puis là, finalement, Bill Belichick lui avait comme texté félicitations d'avoir eu la job. Ah ouais. Mais il avait quand même pas encore fait l'entrevue. Mais Bill Belichick s'était trompé. Il voulait texter Brian Dabble, l'autre Brian, tu sais. Oh, wow. Puis là, c'est ça. Là, Brian Flores avait comme poursuivi la NFL pour dire comme, yo, vous m'avez même pas vraiment donné une chance de postuler pour le poste, là, tu sais. Vous aviez déjà engagé l'autre, j'avais même pas fait ma première entrevue, tu sais. C'est drôle, hein, parce qu'il y a le take qu'on entend souvent aux États-Unis en ce moment que ceux qui sont sortis de l'arbre de coach de Belichick ont eu la difficulté à bien faire comme entraîneur-chef ailleurs, tu sais, comme un peu qui peut-être essayer d'imiter ce qu'il avait appris, mais que dans un contexte, dans une autre ville, dans une autre équipe, ça fonctionnait pas du tout. Puis Flores a été un de ces gars-là. Ouais, je pense aussi. Mais c'est ça, fait que il y a lui, tu sais, obviously, en tant que coach défensif, il y a Nick Saban aussi, mais lui, c'est peut-être plus d'une vision, peut-être pas X&O's, mais l'autre aspect, là, peut-être l'aspect mental, comment il aborde les trucs avec les gars. C'est les premiers noms que je te mentionnerais, mais sinon, tu sais, mettons dans ma division de la NFL, j'ai toujours aimé suivre ce que la défense des Steelers, puis la défense des Ravens aussi faisait, parce que ça fait longtemps qu'ils ont du succès, là. Peu importe le coordinateur défensif qu'ils ont eu. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit ma défense des Ravens. Là. Ouais, non, on sait que c'est un vrai fan. Ah non, c'est ça, exact. Je parle à la première personne quand je parle des Ravens. Fait quoi? Je dirais. Mais il y a plein d'autres gens aussi que je trouve intéressants, mais leur nom m'échappe en ce moment. Dernière fois qu'on s'est parlé, Alex, on avait fait des petites capsules. On s'était déplacé au camp d'entraînement de Team Québec à Bourget. Ouais. À ce moment-là, tu étais coordinateur offensif de l'équipe U18. David Lessard était le head coach à ce moment-là. Juste pour remettre les gens en contexte. Depuis, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc, on s'est dit qu'on aimerait reprendre un peu ton parcours à partir de là jusqu'à aujourd'hui. Tu sais. Fait qu'en 2022, il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire, mais est-ce qu'on avait fini par... Cette année-là, on avait-tu fini sur le podium? À Team Québec? À Team Québec. On a tout le temps fini sur le podium, en fait. Ben, pas cette année. Ouais, 2022, on avait perdu en demi-finale contre Alberta. Les scénarios se répètent dans les dernières années à Team Québec là, par rapport aux équipes qu'on a eu à affronter. On n'avait pas connu une bonne performance en demi-finale. On a quand même perdu par 2 scores. Puis, par contre, on avait bien rebondi pour gagner la médaille de bronze contre l'Ontario. De façon assez convaincante, encore de mémoire par 2 scores. Puis ça avait été... C'est pas facile de garder... On sait que les objectifs du Québec à chaque année, c'est la médaille d'or. Fait que honnêtement, as a staff, c'est vraiment un challenge de garder les gars engagés quand tu n'as pas l'opportunité de jouer le match pour la médaille d'or. Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment bien fait en 2022. Les gars étaient sortis forts. Puis même au niveau des carrières, on avait essayé de créer de la compétition un peu à l'interne. Fait que, je me souviens qu'on avait dit à Olivier Théroux, qui avait été le partant des 2 premiers matchs, qu'on lui donnait le premier quart. Puis on avait dit à Thomas Leroux qu'on lui donnait le 2e quart, puis que le meilleur des 2 était pour jouer à 2e demi. Puis Tom avait bien fait. Puis ça nous avait mené vers une victoire là, contre l'Ontario. Fait qu'au moins, on avait sauvé la face en venant avec la médaille de bronze, qui n'est pas la couleur que tu veux, mais c'est ça. Fait que c'est jamais facile. Puis ce tournoi-là, c'est drôle parce que j'en parlais avec mon ami Polo, que j'ai vu hier d'ailleurs. Puis moi, je considère que ce tournoi-là c'est amélioré. C'est encore les mêmes équipes qu'il y avait il y a 10 ans. Je parle de la Saskatchewan, de l'Ontario puis de l'Alberta. C'est généralement sensiblement le même top 4. BC a passé proche quand j'ai commencé dans ce tournoi-là versus notamment l'Ontario, mais là, ça a redescendu. Fait que c'est vraiment un tournoi à 4 équipes en ce moment. Mais moi, je considère que surtout l'Alberta et Saskatchewan, c'est des programmes qui sont roulés à l'année. Là. On parle de beaucoup plus de volume de pratique, puis de camp, puis d'affaires là. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, ça. Puis, évidemment, quand j'étais entraîneur en chef, j'avais essayé un peu de faire mes devoirs de
de trouver des comparables. Puis là, c'est sûr que c'est pas évident au Québec de convaincre notre communauté football que ça n'en prendrait plus. On est déjà, tout le monde est déjà un petit peu ses breaks là-dessus par rapport à envoyer ces joueurs-là. Puis on prend pas ça, mettons, comme communauté football, j'ai l'impression qu'on prend pas ça autant au sérieux que, mettons, l'Alberta. Pour eux, là, c'est le freaking Super Bowl, la Coupe Canada. Là. Rien de moins. La Saskatchewan, c'est une armée. Ça a une discipline exceptionnelle. Puis tu le vois dans la cafétéria que les gars de Sask sont pas là pour niaiser. Puis l'Ontario, je trouvais que, mettons, c'était un peu comme le Québec peut-être avant, où oui, il y a du talent, mais c'était pas nécessairement pris tant au sérieux que ça. Alors que là, je vais donner des props à Aaron Gessler, je pense qu'il était à Football Canada à l'époque, puis qui est maintenant une des têtes dirigeantes de Football Ontario. Puis ils ont vraiment, puis tu le vois juste sur leurs médias sociaux, je trouve, ils ont vraiment augmenté le niveau, puis le sérieux. Puis ben là, c'est sûr que dans un contexte comme ça, l'Ontario est vraiment dangereux parce que oui, c'est un grand territoire, mais c'est une énorme population. Puis l'an passé, à ma dernière année, là, on a mangé une Christie de claque en finale contre l'Ontario, mais le club était boosté. Dégueulasse. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très fort à toutes les positions. Puis, tu vois, quand j'ai été à Antigonish faire du recrutement pendant la Coupe Canada de 2025, j'ai jasé avec JP Asselin, qui est l'ancien coordonnateur offensif de Carleton, qui était coordonnateur offensif de l'équipe ontarienne de cette année. Puis, tu étais comme... on n'a pas le même talent. Parce qu'eux aussi ont des enjeux de recrutement. Au Québec, on se plaint, on perd les gars à cause des prep schools, mais je veux dire, ça arrive partout, ça. Puis en Ontario, ils ont la OSFL. Fait que M. Asselin m'expliquait que la OSFL leur fait mal. Il n'y avait aucun joueur de la région d'Ottawa dans Team Ontario cette année. Fait que il n'y a pas juste le Québec qui a des struggles de recrutement. Moi, comme coach en chef, dans ma job qui me rémunérait, c'était Concordia, je recrutais pour Concordia, mais il fallait que je recrute aussi, carrément recruter les gars pour les convaincre de venir s'inscrire au Christie de Camp pour essayer de faire l'équipe. Fait que c'était un challenge. Fait que c'est sûr que c'est pas un tournoi facile. Là. C'est faux de penser que ça va être un walk in the park de gagner ça. Le tournoi du U16, pour moi, c'est pas encore un tournoi, dans le sens que le niveau de sérieux n'est pas là. Puis évidemment, les Maritimes, c'est pas les mêmes bassins de joueurs. Mais le U18, là, attache ta tuque, il y a 4 provinces sur 8 là, qui sont pas là pour niaiser. Fait que ça donne des bons matchs. Puis ça a été la demi-finale que le Québec a échappé. Là, moi, j'étais là, c'était un super match. Là, puis le Québec a contrôlé, tant qu'à moi, physiquement, le Québec a contrôlé le clock. Ils ont mieux couru le ballon qu'eux autres. Mais Alberta aura réussi à sauver... avec la victoire, avec des jeux explosifs qui ont fait mal au Québec. Fait que, c'était un super match. Puis, l'année passée, j'ai été impliqué dans un match de demi-finale contre l'Alberta qui a été complètement crazy, que les arbitres ont échappé bien raide. Là, ça avait été un shit show épouvantable. Puis, ma première année, je pense en 2019, avec l'essor, on avait gagné en triple overtime. L'année passée, c'était la demi-finale avec les kicks. Là, en fait, ça, c'était complètement fou parce que l'avant-dernier jeu du match, dans le fond, j'essaie de... On n'a pas de temps mort, mais l'avant-dernier jeu du match, mettons, je pense que le clock part à 20, comme 15 ou 16 secondes, puis comme je fais ma substitution majeure pour passer en mode sneak, juste pour faire un dernier jeu avant le kick, l'arbitre ne respecte pas la substitution et part le clock. Mais là, moi, j'ai pas de temps mort. Fait que là, j'ai comme... j'ai pas de solution, là, puis avec du recul, il aurait fallu probablement qu'on prenne un genou volontairement, alors que là, le pauvre Maxime Latendresse qui était, il s'est retrouvé à snapper le ballon à peu près quand le match se terminait. Puis là, l'arbitre a callé delay of game. Puis là, quand t'allais sur la reprise vidéo en slow-mo, tu voyais que peut-être que l'arbitre avait fait une erreur, mais puis là, Alberta avait comme snap là-dessus. Là. Les autres, ils voulaient comme crucifier. Ils voulaient crucifier sa place publique, l'arbitre. Là, c'est écrit noir sur blanc dans nos règlements de football amateur canadien que d'utiliser une reprise vidéo pour challenger une décision d'arbitre, ce n'est pas éthique, puis tu fais pas ça. Puis là, le problème, c'est que dans le cadre de référence du tournoi, il y avait une porte ouverte qui donnait le droit à une équipe de porter plainte sur une décision. Ce qui est une aberration parce que, je veux dire, la Coupe Canada ne suivait pas les règlements de Football Canada. Fait que je pense qu'ils ont ajusté le tir depuis. Finalement, Football Canada nous a donné raison parce qu'effectivement, tu peux pas challenger des décisions. Puis moi, j'aurais bien pu challenger le fait que l'arbitre a géré le clock comme un bon idiot, puis qu'il a failli nous faire perdre la game à cause de ça. Puis bref, après ça, on fait le kick.
votre boy Tristan le manque, mais Ouais. là, eux embarquent sur le terrain trop vite avant que le jeu soit fini. Ils prennent un flag à cause de ça, puis là, on a une deuxième chance de botter, puis ils aimantent les pins, on gagne la game. Tu sais, c'était... Incroyable. Mais tu sais, moi, souvent, je dis à mes coachs, puis je l'ai redit cette année quand j'étais là, il faut jamais oublier que c'est un tournoi d'enfants. Là. Tu sais, vous coachez ces gars-là à ces âges-là, ce sont des enfants. Fait que, tu sais, même si le tournoi, c'est de l'élite, puis c'est les meilleurs joueurs au pays, ils vont faire des erreurs d'enfants. Fait que, faut pas s'énerver trop avec ça. C'est des gars de 16-17 ans. Exact. Ils vont faire. Puis, c'est quoi, même les arbitres, c'est pas l'élite de la Ligue canadienne ou du réseau universitaire canadien qui est là. C'est des arbitres en développement qui sont évalués par les arbitres. Il y a beaucoup d'évaluations d'arbitres qui se fait pendant ce tournoi-là. Les refs sont sédents. Ils se font probablement challenger à tous les jours après les matchs. Fait que c'est un drôle de tournoi. C'est compétitif, mais c'est des belles expériences. Absolument. Ouais, je me souviens de ce match-là. Ah, c'était fou. Je comprenais pas. Je pense qu'on avait checké ensemble. Puis Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais, exact. Puis, c'est ça. Il manque le kick. On est comme... ouais, je me souviens. C'est intéressant aussi, tu disais... c'est vrai qu'on est un petit peu hypocrite en termes de communauté au Québec, de genre, on veut que le Québec gagne. Là, cette année, on les a vus, là, les messages sur les réseaux sociaux de genre qu'on est... Si c'est ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça qu'on a perdu. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a... on va dire, certains programmes ou certains coachs qui veulent pas... On ne le pousse pas tant, le programme, mais l'équipe, parce qu'on a peur que nos gars se blessent, on a peur que nos gars, ils reviennent pas en forme. Puis, tu sais, je les comprends, ces arguments-là, parce que est-ce que le tournoi est parfait en jouant 3 matchs en 7 jours? Ben non. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais l'affaire, c'est qu'il faut comprendre le big picture, qui est le contexte financier de ce tournoi-là. T'sais. Moi, à l'époque, de mémoire, il y a quelques années, ça coûtait comme 75 000 $ à Football Québec pour envoyer le club à Kelowna ou à Edmonton ou à Regina. Puis après ça, de l'autre côté, on se plaint, ben là, ça coûte cher. Puis je veux dire, mais il n'y a rien de gratuit là-dedans. Je veux dire, tu as des avions à prendre. Tu t'en vas en résidence étudiante, tu as 3 repas par jour, puis tu as 8 équipes, fois 40 joueurs, plus des staffs. C'est 500 personnes qu'il faut que tu nourrisses pendant 7, 8, 9 jours. Là. Ouais. Ça coûte une fortune. Puis vous le savez, là, les coûts, si vous bouquez des repas avec vos équipes, c'est plus les mêmes prix que c'était il y a 10-15 ans. Fait que, c'est ça. On n'est pas riche comme sport au Québec et au Canada encore. Malheureusement, moi, j'aimerais que nos gouvernements investissent massivement vers le sport, puis c'est pas le cas en ce moment. Fait qu'on se ramasse dans un contexte où on veut faire un tournoi élite, mais on veut les coins ronds, puis on le fait le plus cheap possible, le plus vite possible, parce que ça coûte cher en maudit. Puis là, c'est ça. Tu joues 3 games en 7 jours. C'est loin d'être idéal, mais c'est le contexte actuel. Moi, je pense que malgré les risques de blessure, il y a beaucoup de valeur à ce tournoi-là. Tu joues l'élite, la vraie élite, tu la joues pour la première fois de ta vie quand tu arrives à ce tournoi-là. Puis c'est ça. Puis tu découvres des villes dans ton... Moi, j'ai découvert le Canada là, dans les 5-6 dernières années. Là, Kelowna. Tu n'allais pas prendre des petites vacances en Antigonish? Non, tu sais, mais moi, je peux te dire que si j'avais à classer les villes, Kelowna est by far numéro 1. Là, je te recommanderais Kelowna pour aller faire des vacances et je te dirais, ne va pas à Edmonton ou à Regina. ça, c'est non. Ça, tu vas avoir de la misère à trouver une place pour prendre une bière. Mais Antigonish, OK, t'aimes les fruits de mer, tu veux voir le bord de l'eau, je le classerais 2e. Quand même. Parce que je te dis, Regina, Edmonton, autre que le stade peut-être, là, c'était tough. C'est pas fou, là. Non. Mais Kelowna, incroyable. C'est by far la plus belle ville que j'ai vue à date. Ouais. Intéressant. Avant de... Bon, on dirait que j'ai encore fait un AVC au micro. Après ce tournoi de Team Québec-là, tu es retourné, bien entendu, à Concordia comme coordinateur offensif. Ouais. Si je ne m'abuse, il te restait 2 saisons comme coordinateur offensif avant d'arriver à McGill comme entraîneur-chef. Lorsque tu as terminé ton parcours à Concordia, ça faisait déjà un moment que tu étais là, donc tu étais installé dans ce que tu faisais. Tu avais des vétérans dans ton offensive, que ça faisait un bout qui roulait ce système-là. Comment ça allait pour toi à ce moment-là? J'étais dans mes pantoufles à Concordia, là, quand ça fait 5 ans que tu es dans le même emploi, avec sensiblement la même équipe de travail autour de toi. Tu parlais de vétérans, un gars comme Olivier Roy, on est arrivé en même temps, Concordia en 2019. Fait que c'était mes pantoufles, je savais où je m'en allais, je savais mon horaire ressemblait à quoi de A à Z à l'année. Je faisais mes affaires, mes X puis mes O, je faisais mon recrutement, puis... C'est ça. Fait que non, j'étais très bien dans ce rôle-là, puis très confortable dans ce rôle-là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours à Concordia?
Ça m'a permis de... Tu sais, c'est drôle parce que une des raisons pour laquelle j'étais parti de Saint-Jean, c'est que je voulais comme... dans ma tête, j'étais comme, OK, offensivement, ça va bien tes affaires, mais on joue du football à 4 essais qui est un peu particulier au Québec, là, qui est un sport qui n'existe pas, en fait, sur le reste de la planète. Fait que t'es comme, bon, ça aide beaucoup l'offensive. Fait que tu te dis, bon, ce que je fais à l'attaque, ça va-tu fonctionner dans le 3 essais, là, qui est beaucoup plus difficile, qui est notre sport au Canada. Puis, fait que ça, pour moi, c'était vraiment un challenge. Puis, dans le fond, j'ai toujours été content. C'est pas facile de changer d'emploi, là, surtout la première fois. C'est niaiseux, mais ça a été beaucoup plus difficile pour moi de quitter Saint-Jean que de quitter Concordia. Puis c'est rien contre Concordia, c'est juste que je l'avais déjà fait. Fait que, pour moi, c'était vraiment aller être capable de valider ce que je fais à l'attaque, là, mes RPO, mes affaires, ça va-tu marcher à ce niveau-là? Puis on a eu du succès, on a gagné des matchs, on a fait des verges, des points, on a des joueurs individuels qui ont gagné des trophées majeurs, des MVP, des Peter Gorman Trophy comme recrue de l'année au pays. Fait que ça a été un blast, ça a été vraiment le fun. Puis ça a été une belle découverte de ligue pour moi. C'est une ligue qui est tellement compétitive, puis c'est un challenge à tous les matchs de coacher dans cette ligue-là. Faut pas l'oublier. Fait que ça, pour moi, j'étais super content de vivre ça. Est-ce que tu espérais, mais pas toujours, tu avais déjà été entraîneur-chef à Saint-Jean, mais c'était ça? T'avais-tu quand même tout le temps ce petit rêve-là d'être entraîneur-chef dans cette ligue-là? Pas vraiment, non, parce que c'est des rôles différents. Il y a des plus et des moins dans les deux rôles. Puis j'avais adoré être coach puis à Saint-Jean. Mais j'aimais aussi avoir le rôle de commentateur offensif parce que t'en as moins ses épaules, t'en as moins dans la tête. Ma blonde te dirait que... T'en as moins ou tu peux te concentrer plus sur ça? Ben, c'est sûr que tu es plus focus sur ta tâche, mais quand c'est pas toi le boss, ben, mettons, quand les joueurs ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est le coach en chef qui vont texter. Fait que, ma blonde te dirait que mon téléphone sonne plus le soir et les fins de semaine quand j'étais à la maison qu'il sonnait quand j'étais à Concordia parce que c'était Brad qui se faisait achaler dans ces moments-là. Fait que ça, c'est des rôles différents. Puis pour moi, c'était juste une question d'opportunité. Fait que je courais pas du tout après ça, puis ça aurait pu pas se passer. Puis je serais peut-être encore à Concordia pour 20 ans, puis j'aurais été correct avec ça. C'est juste que là, il y a une opportunité qui s'est présentée dans un contexte géographique qui fitait ma vie familiale. Puis ça, pour moi, c'était un non négociable. Puis j'ai toujours... je sais pas si je respecte ça ou je comprends pas ça. Des fois, les Américains qui vont traverser le pays pour changer pour 4,30 sous pour une pièce d'un État, ça, mais mettons, même quand les gars deviennent plus big time, de prendre ta famille, puis de vendre la maison, de déménager tout le monde, puis de passer du Texas à Nouvelle-Angleterre ou en Californie ou dans l'État de Washington, juste pour continuer à améliorer ta carrière individuelle. Au Québec, je trouve pas qu'on a tant ce mindset-là, puis moi, je l'ai vraiment pas. Fait que, moi, dans ma tête, c'était, ben là, il y a 3 équipes sur l'île de Montréal. Fait que les opportunités de promotion, ils étaient minces, là, dans le sens que, Marco, je sais même pas s'il a 50 ans, Brad en a à peu près 45. Puis là, il y a une opportunité qui est ouverte à McGill. Ça a fait partie de ma réflexion où j'étais comme, bon, là, Alex, si jamais tu veux faire ça, ben là, il y a une opportunité. Je chantais que le timing, où est-ce que j'étais rendu dans ma carrière, était bon. Je savais que mon nom serait considéré sérieusement, sans savoir, sans prétention, là, sans savoir que je serais l'élu. Mais je me suis dit, oh, let's go, on va aller voir. J'ai fait mes devoirs aussi, parce qu'évidemment, ça allait. D'habitude, quand il y a un changement de coach, ben, ça va pas tant bien. Fait que j'ai fait mes devoirs, puis malgré ça, ben, je voyais des opportunités puis des places où je sentais qu'on pouvait améliorer ce qu'on faisait. Puis j'étais comme, OK, tout ça ensemble, tout ça mis ensemble, là, le challenge, l'opportunité, la proximité de la maison, le fait que je chantais que McGill, c'était une bonne place où c'était possible d'avoir du succès, ben, c'est ça qui m'a mené à prendre cette décision-là. Je te demandais ça si c'est un rêve, parce que j'ai l'impression que quand tu veux faire ça, ben faut. Tu disais que tu pouvais te concentrer sur l'offensive, mais ça reste que tu peux pas, je suppose, que tu devais quand même garder un œil sur, mettons, dans le cas de Concordia, qu'est-ce que Brad faisait. Tu dois continuer à t'intéresser à la gestion globale pour pas non plus
pour avoir les outils que ça te prend pour redevenir head coach dans ton cas. Ouais, puis tu sais, Brad a été bon avec moi pour moi là-dessus. Je pense qu'il me respectait assez pour savoir que j'avais fait sa job pendant 6 ans de temps. Fait que tu sais, il n'hésitait pas à me consulter et à demander mon avis sur un paquet de choses. T'sais, j'ai toujours senti que j'étais son bras droit, puis que quand il voulait double-checker quelque chose, ben ça, il me demandait mon opinion, puis après ça, ben, c'était lui le boss. Fait que, il prenait ses décisions, puis c'était bien correct comme ça, mais il m'a toujours impliqué. Fait que j'ai tout le temps resté un peu proche de tout ça. Il m'avait nommé très rapidement en charge du recrutement aussi dans mes premiers mois à Concordia. Puis ça, c'est quelque chose que c'est moi qui gérais évidemment à Saint-Jean. Fait que là, c'est moi qui l'a géré pendant un bout à Concordia, puis ça fait partie de notre métier. Vraiment, je veux dire, le recrutement, c'est quasiment plus important que ce que tu connais au sport. Là, je veux dire, c'est complètement fou. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout le temps quand même resté proche de ça. Puis tu sais, j'ai un bac en admin. Fait que, tout le côté gestion, budget, shift, c'est pas quelque chose qui me donne le goût de vomir. C'est des choses que j'avais faites puis que j'étais très à l'aise avec ça, les achats, ces affaires-là. Puis l'autre côté de la job que j'apprécie, que j'ai retrouvé, c'est le côté relation. Fait que, mettons, bâtir ce qu'on bâtit en ce moment avec les anciens, ça me fait triper de mettre du temps là-dedans. Même le côté, mettons, de dealer avec l'administration, je veux dire le côté politique, parce que il y en a une politique dans toutes les institutions, c'est ça, puis il faut que tu saches comment bien gérer tes affaires, puis de te faire des bons alliés, puis de faire attention à ce que tu fais, puis comment tu le fais, puis ce que tu dis, puis comment tu le dis, pour pas froisser personne, parce que les coachs, on est chaud, là, on veut que ça bouge, on veut que ça change, mais il faut que tu le fasses de la bonne façon, pas trop vite, parce que si tu as des ennemis dans le bâtiment, ben là, tu cours après les problèmes. J'allais dire, tu as dit, les coachs, on est chaud, on veut que ça change, mais encore plus au foot, dans le sens que est-ce que tu sens que, parce que tu parlais de politique et tout, puis je suis vraiment juste curieux, mais est-ce que tu sens que le foot dans des écoles, dans les institutions, ne serait-ce que par le fait qu'on est beaucoup de joueurs, on est beaucoup de coachs, on est comme plus gros, mais tout le monde trouve qu'on prend plus de place? Tu vois, ça, on est là-dedans un peu à McGill, où tu sais, moi, je pense que dans le passé, il y avait un principe vraiment égalitaire. Puis à McGill, il y a 26 équipes sportives. Fait que là, tu te dis, comme administration, là, mettons que je serai un boss dans une université ou une école secondaire ou un cégep, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu essaies de faire plaisir à tout le monde tout le temps? Pour moi, ça, c'est une grave erreur. Parce que si tu essaies d'en donner égal à tout le monde, tu vas être moyen dans tout, fait que tu ne gagneras pas. Puis moi, je suis plus l'aspect, c'est peut-être encore mon background académique, puis j'ai fait de la vente avant d'être un coach de foot. Moi, le côté business, j'ai ça en moi. Puis je pense que, puis on le voit bien aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas vrai que c'est égalitaire. Je veux dire, ils savent compter, les Américains. Ils ont des défauts, là, mais ça, ils font bien. Ils sont bons en comptabilité. Exact. Fait qu'ils vont mettre beaucoup d'emphase sur le football. Ils vont mettre, mettons, si c'était UConn ou Duke, ils vont mettre de l'emphase sur le basket. Si c'était dans le Nord, ils vont mettre de l'emphase sur le hockey. Puis là, c'est un virage qu'on est en train de faire à McGill, ou même au niveau des communications. Soyez pas surpris si dans les prochains mois, vous allez voir plus de trucs sur le foot, peut-être plus de trucs sur le hockey masculin, parce qu'à ça, il s'attache des revenus potentiels. Moi, j'aime dire que l'équipe de football de McGill est probablement l'équipe sportive universitaire qui a le plus de potentiel de croissance au Québec. Peut-être au pays. Pourquoi? Parce qu'on a Percival Molson à 22-23 000 personnes, puis en ce moment, on rentre 3 500. Fait que remplis ces sièges-là, et là, l'argent coule à flot. Puis on ne se cachera pas que le contexte financier des institutions, pas juste à McGill, c'est vrai à Concordia, c'est vrai dans les cégeps, c'est vrai partout. C'est pas un contexte financier facile. Fait que pour moi, c'est important stratégiquement de mettre l'emphase sur ce qui peut t'amener des revenus potentiels. Notre hockey masculin, on n'a pas un aréna de 25 000 personnes, mais on a un aréna qui peut rentrer 1 500. Fait que si tu le remplis et qu'il y a 1 500 spectateurs à tous les matchs, tu rentres de l'argent dans les coffres. Puis ça, c'est un aspect qu'on développe, qu'on améliore en ce moment, où on commence à avoir une vision un peu plus business, je pense, à l'interne dans le département. Et pour moi, c'est essentiel. Je ne veux pas dire pour la survie des programmes, mais pour le développement financier des programmes, puis qu'on soit capable de continuer à investir de l'argent et à progresser comme institution. Puis ça, pour moi, c'est vrai à tous les niveaux. Ça, tu prends le temps, là, le clip. C'est ça, il y a du monde qui... en tout cas, si on part là-dessus, on n'aura pas fini.
Mais tu sais, je comprends le principe d'égalité, puis c'est correct ça. Puis je suis pas en train de dire que je veux fermer des équipes ou ces choses-là. C'est juste que à la fin de la journée, c'est une question de revenus. Puis on a parlé de ça un peu avec la WNBA récemment. Puis là, les filles veulent être plus payées. Puis après ça, je sais pas si les chiffres sont vrais, mais quand je lis les chiffres, ben, l'argent n'est pas là en ce moment. Fait que, pour moi, tu peux pas aspirer à faire autant de cash que la NBA. La NBA, les gars sont payés parce qu'ils rendent des revenus. C'est une équation mathématique super simple. Fait que non, il n'y en a pas d'égalité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis même en ce moment aussi, un autre exemple, NIL, puis le nouveau cap qu'il y a dans la NCAA. Là, il y a un cap de 20,5 millions que les universités vont pouvoir distribuer. J'écoute beaucoup de podcasts où des directeurs d'université vont dire straight up, ben, on va donner 75% de l'argent au foot. Puis mettons que c'est une équipe de basket, ils vont dire 15% au basket masculin, 5% au basket féminin, puis les grenailles qui restent vont aller à l'ensemble des autres équipes. Là, ils s'en cachent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent compter. C'est des bons comptables, puis ils n'ont pas le choix s'ils veulent survivre puis continuer à progresser financièrement. Il y avait, ça me fait penser, là, il y avait un coach qui disait, mais tu sais, moi, il faut que je me batte un petit peu avec un autre programme pour avoir accès à ma salle de muscu. Mais qu'est-ce que l'autre programme ne comprend pas, c'est qu'on a une salle de muscu parce qu'il y a du foot, tu sais. Fait que bref. Ouais, après ça, à l'interne, tu as tout le temps des... Il faut apprendre à travailler ensemble aussi. Puis faut pas être des désagréables non plus, les gars de foot. Je vais te donner un exemple. Hier, j'étais en discussion avec notre coach de soccer féminin. Puis il me dit « Hey, Alex, ces 5 dates-là dans l'automne, ça te dérange juste la dernière demi-heure de ta pratique de 2h30, on partage le field. » Puis je suis comme, je ferais pas l'innocent, dire non, nous autres, on est le football, on est plus cool. C'est pas ça du tout. On va dire, avec plaisir, on va le faire. Puis on va m'assurer que mon plan de pratique te permette de commencer à warm-up plus tôt pour faire en sorte que le reste des équipes sportives ne finissent pas de pratiquer à 11h30 le soir parce qu'on manque de plateau. Fait que, à quelque part, ça prend une collaboration aussi. Il ne faut pas juste penser que nous autres, le foot, on marche avec le gros chest dans un corridor puis tout le monde nous doit tout. Parce que tu as cette attitude-là, ben, tu vas te faire des amis. Fait que, je pense que l'approche collaborative aussi avec ces autres équipes-là est super importante. Puis au même titre que la journée qu'on va avoir 7, 8, 10, 12 000 personnes dans nos estrades, ben, ça va me faire plaisir d'offrir à ces équipes-là de pouvoir venir travailler comme ils le font déjà, là, de venir travailler dans les matchs à domicile, ça leur permet de faire du fundraising, d'augmenter le budget. C'est une roue qui tourne, ça, c'est bon. Puis même, honnêtement, il y a des gars, je vais citer Ryan Thorne, qui est le coach de basket masculin à McGill, puis ça fait longtemps qu'il est là, puis il comprend ce business-là. Puis même lui, en meeting, devant tous les coachs, il est comme, ben, hey, aidons Alex et le programme de foot à avoir du succès, parce que si eux, ça marche, ben, ça va marcher pour tout le monde ici. Fait que, une fois que tout le monde comprend ça, ben, on s'en va dans la bonne direction. Absolument. C'est vrai. Je pense à... Je sais pas que c'est à cause de ça, mais je pense à l'Université Laval, là, juste le programme d'athlétisme. J'ai l'impression que le programme de foot les a mis sur la map, mais justement, là, tous les sports, ils performent, mais bref. Ben, ils ont développé un super modèle d'affaires qui fonctionne bien, qui leur rend des revenus. C'est 18 000 personnes en moyenne l'année passée. Chapeau, là, je veux dire, on a bien beau jouer contre eux autres, il faut reconnaître qu'ils font des bonnes affaires, puis il faut s'en inspirer, dire, ben, check, s'ils sont capables de le faire à Québec, on est capable de le faire au Percival aussi. Hein. Et là, c'est des... ouais, c'est ça. Nous autres, on le vit au secondaire, on en parle exactement comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est la même chose. C'est juste des budgets moins gros. C'est des gars plus jeunes, mais c'est le même genre de calcul. Pour moi, que ce soit secondaire, cégep ou université, c'est juste tu rajoutes un zéro au bout du budget peut-être, là, mais c'est tout. Là, le reste, le thinking, le mindset, la stratégie est quand même assez similaire. Quand j'étais à Saint-Jean, on avait fait des bonnes affaires d'être agressif pour amener du monde dans les estrades. Puis, je donne souvent le même exemple. On avait donné 10 000 billets gratuits pour notre match d'ouverture dans un stade de 2000. Chaque billet, puis là, j'avais fait le tour de toutes les écoles primaires, de la commission scolaire au complet. Chaque billet gratuit donnait accès gratuitement à l'enfant et un parent. Donc, potentiellement 20 000 personnes pour le match d'ouverture avaient reçu un billet. Ouais. Ma responsable des sports pensait que j'étais fou. J'étais comme, ouais, mais ils viendront pas tous. Faites-en pas. Fait que, on avait une moyenne à l'époque de peut-être, je vais dire, 800 spectateurs par match. Cette journée-là, match d'ouverture, il y a eu 1800. Puis la game d'après, 1650. Puis là, depuis ce temps-là, les assistances aux Géants de Saint-Jean sont demeurées excellentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un hype qui s'est créé. Il y a un tailgate qui a grossi. Là, tu as créé des habitudes où là,
le petit gars de 9 ans, il dit à son père à tous les 2 semaines, « Ah ouais, je vais retourner. » Fait que tu lui as peut-être donné un billet ou 2, mais à la fin de la journée, après ça, il prend l'habitude, ça fait partie de ses loisirs maintenant. Puis là, il arrive dans le tailgate, puis il y a 200 personnes qui sont en train de prendre une bière, puis de manger un hot dog. Puis c'est ça, tu crées une habitude, il faut que tu crées un événement. C'est ça qui est le challenge. Dans ton cas, à Saint-Jean, le petit gars de 9 ans qui dit « Je peux-tu y retourner » à son père, ben dans 10 ans, il va dire « Je peux-tu jouer là? » Ben, c'est ça. Puis, à court terme, c'est bon. À long terme, c'est bon. Puis je me souviens, on avait doublé nos ventes de billets de saison. On avait doublé nos revenus de cantine. On avait doublé nos revenus de bière. Tout avait doublé. Tout ça juste parce qu'on avait été... on avait eu une idée de donner des billets dans des écoles primaires. C'était juste ça. Fait que ce genre de truc-là t'amène à te bâtir une clientèle puis un hype. Puis après ça, ben là, soudainement, attends, aller voir un match de foot à Saint-Jean, j'ai des adultes, des chums de 40, 50 ans qui m'en parlent, puis là, ils voient ça comme étant une sortie. Les géants jouent à soir, on va y aller, même s'ils n'ont jamais joué au foot de leur vie, mais l'événement les attire. Puis je pense que Laval, c'est ça. C'est pas vrai que les 18 000 personnes dans les estrades carent vraiment à propos du foot. C'est un happening, puis c'est un gros tailgate, puis c'est les facultés étudiantes participent. C'est important de les embarquer avec toi. Puis c'est tout ça. Tu crées un événement. Non, très nice. C'est pour ça, nous autres, on est allés l'année passée. On est allés où, nous? On est allé voir un match à McGill. Je t'ai pas là, c'est on parlé, hein? On est allé voir le match à McGill, puis en plus, c'était nice parce que c'était la semaine du bye week commun juvénile collégial à l'Action de grâce. Ouais. Fait que, je veux dire, il y avait plein de programmes. Nous autres, on est allés avec le programme de football à Notre-Dame, mais avec le flag aussi. Nice. Puis le match, il était le fun. C'était le match en prolongation contre Sherbrooke. Il était le fun. C'était le fun comme show. C'était le fun pour Reg qui a eu sa première victoire. Shout out à Reg. Mais, pas le fun comme résultat pour toi, mais non, le match était bon. Je blague, mais honnêtement, au total, on a donné, on l'a compté, là, justement récemment, on a donné 1500 billets au total l'année passée à des équipes sportives comme vous autres. Ce qui représentait 15% des assistances totales qu'on a eues dans l'année. Puis c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer. Puis ça, c'est un autre gros bout de changement qu'on a à McGill. Là. Notre gestion d'événements, c'est en pleine transition en ce moment. Même à savoir, dans le fond, ça va être dans les mains de qui, même, concrètement, parce qu'on veut... Mon patron, Daniel, veut engager quelqu'un qui est responsable des événements également, pour vraiment qu'on investisse du temps là-dessus, parce que, encore une fois, il y a des potentiels de revenus qui sont attachés à ça. On était rendu où avec ça? Ben, moi, j'ai appris récemment, Pierre, que le premier match au Japon. Au Japon, il y a des équipes. En fait, je recommence. Au Japon, il y a des universités qui ont des équipes de football, puis il y a des ligues compétitives là-bas. Qui c'est ça? Ben, c'est un de nos épisodes, mais j'ai oublié c'est qui. Là. Fait que moi, je vais poser une question, mais je pose ça juste comme ça, Pierre, OK? Faut pas que tu prennes... mais comment on se prépare à devenir head coach? Oh, wow. Comment on se prépare à devenir head coach? C'est quoi le lien avec le Japon? Mais moi, ça se peut que je bouge au Japon, bro. Ça se peut à Tokyo. C'est ça. Pierre, allume, là. Ben moi, je pense que quand tu es un bon soldat pour ton coach en chef, peu importe dans quelle organisation tu coaches en ce moment, puis tu fais bien, tu strives dans ton rôle, puis tu fais bien, ben, tu peux après ça aspirer à en demander plus, puis de demander à ton coach en chef de te déléguer des tâches qui, vont lui permettre de l'aider, parce qu'on a toujours beaucoup ses épaules et puis plein de choses à faire tout le temps. Puis en même temps, ben, toi, ça va te donner l'expérience de gérer certaines parties de la job. Fait que moi, je pense que comme entraîneur-chef, je me donne le devoir d'être bon à déléguer. C'est important. Puis, mais en même temps, de l'autre côté, ça prend un gars qui va être un porteur de dossier, qui va bien faire dans ces affaires-là. Puis en ce moment, que ce soit... Bon, Dimitri vient d'arriver avec nous depuis quelques semaines, quelques mois, fait que je le laisse tranquille. Mais Max, il porte des dossiers. Puis des fois, quand je ne suis pas là ou que je suis en vacances ou quoi que ce soit, ben, Max est capable de parler à des administrateurs ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est de ne pas hésiter à aller voir ton coach en chef puis à y en demander plus. Puis ce partage de tâches-là fait en sorte que ben, toi, d'un côté, tu t'améliores, tu apprends un peu c'est quoi la job. Puis de l'autre côté, je pense qu'un coach en chef qui apprend à bien déléguer, ça fait que ça garde des employés motivés, puis des assistants motivés à peut-être progresser dans le métier. Absolument. Ouais. Ben, je ne sais pas si on était rendu là, mais quand tu es arrivé à McGill, il a fallu aussi que tu fasses ton staff. Ouais.
qu'est-ce que tu recherches chez tes entraîneurs? C'était quoi, tu sais, là, éventuellement, il y a des noms qui se sont associés à ces rôles-là, mais qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui est important? Tu sais, est-ce que tu voulais des anciens? Là, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a plusieurs facteurs. Tu sais, on a parlé un peu tantôt, surtout pour les coordonnateurs, je pense, là, tu sais, le recrutement. Le recrutement. Le recrutement. Tu sais, c'est tellement important, le recrutement. Tu sais, ça te prend des gars qui vont être bons dans ce rôle-là. Tu sais, parce que contrairement aux gens qui travaillent au collégial, le recrutement à l'université, on fait ça quasiment à l'année, autre que les blackouts. Fait que c'est-à-dire une semaine au East West, 2 semaines à peu près à Noël, puis le mois de juillet, puis encore là, dans le mois de juillet, tu as le droit de recruter pendant la Coupe Canada. Fait que c'est vraiment c'est quasiment moi, je vois ça comme étant une deuxième saison. On joue la saison, puis après, il y a une deuxième saison qui est qui gagne le recrutement, qui gagne tel gars. Fait que ça te prend des gars qui recrutent bien. Puis tu sais, Max, évidemment, c'est quelque chose qui faisait très bien à Lennoxville. Lennoxville a eu du succès dans les dernières années. Puis je savais que je le voyais de l'extérieur, même si c'est pas un gars que je connaissais personnellement. Je savais qu'il le faisait bien. Puis je l'avais vu aussi à Team Québec. On parlait de Team Québec puis son importance. C'est vrai pour les joueurs, puis c'est vrai pour les coachs. Puis quand j'étais coach, moi, quand j'étais un guest coach à Team Québec, je me donnais le devoir d'être le gars le plus serviable et proactif possible, puis d'en donner le plus possible à mon coach. Puis j'ai Polo, j'ai été un guest coach pour Polo, j'ai été un guest coach pour Fabrice Raymond, pour Olivier Turcotte-Les-Tourneaux, parce que ce gars-là coachait à l'université, puis pour moi, mais ça m'a... je pense que ça m'a permis aussi de, entre parenthèses, me mettre ça à map comme coach. Puis là, quand je suis devenu coach en chef à Team Québec, ben là, je disais la même affaire à tout le monde qui venait s'asseoir dans le room, puis tu étais là des fois, puis j'étais comme, tu m'as entendu le dire, ben hey, c'est pas une entrevue, là, mais c'est quasiment une entrevue. Là. Fait que assure-toi de bien faire les choses. Puis si tout le monde a ce mindset-là, ben, on va rouler un Christy de bon camp aujourd'hui, puis les kids vont en avoir pour leur argent. Fait que là, comme je dis, le recrutement, c'est super important. Puis après ça, les anciens, c'est sûr que c'est important d'en avoir aussi. Mais il n'y a aucun de tous ces critères-là que ça va être à n'importe quel prix. Fait que après ça, tu vas choisir à travers différents facteurs. Fait que Max cochait quelques cases. Fait que c'est un gars qui avait bien fait comme recruteur, mais c'est un gars aussi qui était un ancien de McGill. Puis, comme bon, quand on a engagé Dimitri dans les derniers mois, ben, c'est la même affaire. Puis si vous connaissez Dimitri, c'est un gars qui est charismatique, qui s'exprime très bien, qui connecte super bien avec les joueurs. Fait que, ça fait de lui naturellement un bon recruteur. Puis après ça, ça prend des fits de valeur, mais des fois, en même temps, faut un peu, tu y vas un petit peu, tu navigues à l'aveugle parce que tu le sais pas tout le temps. Ça dépend. Comme Max, comme j'ai dit, je le connaissais un peu, mais pas tant que ça. Dim, je le connaissais beaucoup plus. Fait que là, c'est plus facile. Puis après ça, je pense que tu veux essayer d'être complémentaire aussi. On parlait de Marc-Claude. C'est important. C'est l'aspect préparation mentale. Après ça, ben, ça te prend des gars qui connaissent un peu la préparation physique. Fait que, en ce moment, à McGill, on a Yannick Morin-Plante qui combine des unités spéciales et qui est en charge de la préparation physique, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi Khaled Hicks, qui est kinésiologue de formation, qui coach la D-line, qu'on a Johan Miron, qui gagne sa vie comme préparateur physique au privé. Fait que là, je suis rendu, ça fait 3 personnes dans le même coaching staff qui sont capables d'échanger, puis de débattre, puis d'améliorer ce qu'on veut faire avec nos athlètes. Fait que c'est d'avoir des rôles compliqués. Puis moi, je suis pas un préparateur physique, je suis pas un préparateur mental. Fait que, exact. Fait que ça prend des trucs qui sont complémentaires aussi, je pense, pour avoir un staff qui est complet. Je peux parler de Chris Clement, qui est notre... Tu vas voir sur le site de McGill, c'est écrit Special Advisor to the Head Coach. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, Chris, c'est un ingénieur de formation, un gars qui est axé sur les statistiques avancées, extrêmement intelligent, puis qui va nous challenger dans notre gestion de match, nous challenger dans ce qu'on fait, surtout offensivement. Puis ça nous force à s'améliorer au quotidien. Fait que, je pense qu'il y a toutes sortes de petits facteurs qui vont être importants, mais en même temps, je pense aussi que la complémentarité de tous ces individus-là va être super importante. Parce que, tu sais, quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, tes 3 coordonnateurs maintenant, tu es allé les chercher au niveau collégial, puis même dans le cas de Yannick, oui, il avait déjà coaché au niveau collégial, mais à ce moment-là, il était au niveau scolaire. Ouais. En tout cas, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, OK, non seulement, il y en a qui peuvent dire que c'est un staff jeune, il y en a qui peuvent dire, mais on dirait que c'est un staff aussi qui est bâti pour du long terme, là, qui gagne l'expérience avec toi.
C'était pas une question, c'était juste une observation. Mais là, tu parles de stabilité, c'est important. On peut nommer le Rouge et Or. Là, il y a de la stabilité à Laval depuis 20 ans. Je pense que ça les aide. Les gars, tu apprends à travailler ensemble. Puis tu sais exactement ce que tu fais à l'année. Les rôles sont définis, ces choses-là. Fait que, c'est drôle parce qu'à 40 ans, je suis le plus vieux. Fait que je suis sous le choc pour ça. Mais alors qu'à Concordia, j'étais average. Fait que j'étais good. Là. Il y avait des gars plus vieux que moi. Mais non, là, c'est moi l'aîné du groupe. Mais ouais. Puis la réalité, c'est que les écoles secondaires, surtout le juvénile division 1, que c'est roulé comme des programmes collégiales sérieux. Là, il y a des fois, il y a plus de coachs à temps plein, même dans les écoles secondaires, que dans bien des cégeps. Fait que c'est un bon bassin de recrutement pour nous. Yannick, on avait joué un an ensemble à Laval en 2009. J'avais coaché contre. Puis, tu sais, je pense que quand tu veux un gars qui s'occupe de la préparation physique, c'est tellement un rôle important. Puis ça va au-delà, à mon avis, tu veux pas juste aller chercher des compétences pour le gars qui est en charge de ta préparation physique. Tu veux aussi le gars qui arrive avec le mindset puis qui va être capable de motiver les troupes dans les longs mois d'hiver froid, la course à 6h15 le matin, le vendredi, ces affaires-là. Fait que c'est beaucoup plus que de savoir c'est qui est le plus connaissant en entraînement. Puis, fait que, on a 3 gars qui peuvent échanger sur ce qu'on va faire dans la préparation physique, mais Yann est bâti pour ce rôle-là, d'être le gars sur le terrain au quotidien. C'est quelque chose qui fit super bien dans sa personnalité, puis il fait un super travail. On vient de finir l'été d'entraînement. Là, mettons, l'année passée, quand on est arrivé, l'été d'entraînement a commencé avec une 20aine de gars qui s'entraînaient avec nous. Puis, mettons, au pic, l'année passée, il y avait peut-être une 40aine de gars qui s'entraînaient le vendredi à la course. On a eu des moyennes par jour en haut de 60 tout l'été cette année. Puis ça a piqué, si ma mémoire est bonne, là, genre 65, je pense, le plus haut total qu'on a pogné, 60, même peut-être 69, presque 70 joueurs en même temps. Puis ça, vous le vivez, faire ça sur l'île de Montréal, c'est pas évident. C'est tough. Tout est proche, mais tout est loin en même temps. Il y a des distractions à Montréal. Hein? Absolument. Ben ça, puis, encore une fois, géographiquement, mettons, à vol d'oiseau, tu es peut-être proche du point A au point B, mais te rendre, c'est pas toujours facile. Le gars de la Rive-Sud, le gars de la Rive-Nord, le gars qui part, qu'il faut qu'il traverse le pont d'Île aux Tourtes dans l'Ouest, il n'y a rien de facile. Fait que ça fait que c'est un challenge. Puis je l'avais vu de mes yeux, ce challenge-là à Concordia, où un gars comme Guillaume Bourassa a bâti des bonnes affaires là-bas. Puis c'est pas évident à maintenir et à continuer à faire grossir. Fait que quand dedans d'un an et demi, j'ai 68 gars un vendredi matin à 6h15, je suis comme wow, c'est des gros numbers impressionnants. Fait que ça, c'est tout l'honneur et le mérite revient à Yann. Je l'avais déjà entendu, ça. T'as-tu une autre question? Moi, j'ai beaucoup de questions. Okay. C'est comme tu veux. Vas-y. Attends, parce que je me connais, je l'oublie. D'accord. Quand tu es arrivé à McGill, entraîneur-chef, tu fais ton entrevue, sûrement ils te posent des questions de genre toi tu ferais ça comment, toi tu ferais ça comment, mais autant avec l'admin qu'avec l'équipe de coach, y a-tu un exemple, une affaire que tu as amené puis que le monde ils ont fait comme wow, c'est peut-être genre un peu fou ça, puis que finalement tu as réussi à mettre, tu as dit non mais on va le faire pareil puis finalement ça a donné des résultats. Bonne question. Je pense qu'au niveau on avait un ambitieux plan de recrutement. Puis, je reviens souvent là-dessus, vous allez me dire, mais ça. Fait que, dans ces entrevues-là, mon plan de recrutement était défini. Il était clair. Oui, il y avait des trucs au Québec, mais il y avait des trucs aussi à l'extérieur de la province pour le reste du Canada. Puis, il y a aussi quelque chose je ne peux pas dire qui est accompli en date d'aujourd'hui, mais on travaille aux États-Unis en ce moment. Puis, on veut pas juste se limiter au Québec. Quand tu regardes la population étudiante de McGill, c'est 50% des étudiants, donc mettons presque 20 000, qui viennent de l'extérieur de la province. C'est seulement 20% des étudiants qui ont la langue maternelle comme étant le français. Fait qu'on a vraiment un côté international puis une diversité incroyable. Il y a plus de 150 pays représentés en ce moment dans le corps étudiant à McGill. Okay? Trump il capoterait. C'est fou, là. Je pense, puis si je ne me trompe pas, dans nos anciens, c'est plus de 180 pays. En ce moment où il y a quelqu'un qui vit, qui a étudié. En fait, ce serait probablement moins long de faire la liste des pays qui ne sont pas représentés. Oui, parce que de mémoire, c'est à 195, 196 pays. Exact, donc on est solide. Là, fait qu'on se dit qu'au niveau de notre recrutement, sans copier exactement ça, il
faut qu'on ait ce genre d'attitude-là aussi. Parce que quand on parle à un gars du BC ou des Maritimes, ils savent tout c'est quoi McGill déjà. Quand on parle à un gars des États-Unis, ils savent aussi c'est quoi McGill. Ils savent peut-être pas qu'on fait du foot sérieux, mais ils savent définitivement c'est quoi McGill. En ce moment, on est ranké 27e meilleure université au monde. Bon, là, c'est un chiffre qui veut peut-être rien dire, mais on est la meilleure université au Canada en ce moment. Ils nous appellent le Harvard canadien. On est mieux ranké en ce moment que 3 des 8 équipes du Ivy League. On est mieux ranké que Dartmouth, on est mieux ranké que Brown, on est mieux ranké que Columbia. Fait que quand tu parles à un Américain, là, ils savent ça. Fait on se dit que, surtout dans le contexte actuel de la NCAA, avec les NIL, le Transfer Portal, les équipes, la moyenne d'âge des équipes de la NCAA vieillit en ce moment parce qu'il y a moins de recrues qui sortent des high school, right? Fait que si tu n'es pas capable d'aller dans ton équipe de Division 1, là, tu vas où après? C'est quoi tes autres options? Là, vas-tu aller dans l'FCS? Vas-tu aller dans un JUCO? Mais la réalité, c'est que les familles qui sont plus académiques, je vais dire, ben là, eux autres, ils vont essayer de se revirer vers l'Ivy League. Mais là, l'Ivy League, bonne chance, là, genre taux d'acceptation à 5% ou à peu près. Puis après ça, dans le nord-est, tu as des ligues comme le NESCAC, qui est comme un genre de Ivy League qu'on connaît pas ou peu, là, des noms d'universités que tu vas reconnaître, là, mais tu sais que c'est pas des ligues de football qu'on connaît. Fait que tu sais, quand on compétitionne contre ces équipes-là, ben, le même kid, mettons, qui pourrait aller à Brown, disons, il va falloir peut-être potentiellement qu'il paye 75, 80, 85 000 $ US par année pour ses études et, mettons, son housing, tu sais. Mais là, quand, mettons, qu'il me dit qu'il veut venir en éducation physique ou dans notre faculté d'arts, tu sais, il va payer cher versus le Québécois, tu sais, 25, 30, 40, 50 000 $ canadiens. Mais si tu fais le calcul sur 4-5 ans, c'est une économie d'argent monstrueuse pour ce gars-là. Puis la réalité, c'est que dans l'Ivy League, ils ne peuvent pas te donner du scholarship. Tu sais, ton coût d'admission est basé sur tes revenus familiaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le NESCAC aussi. Fait qu'on continue à penser qu'on a un potentiel de recrutement aussi aux États-Unis. Maintenant, le défi de tout ça, c'est que là, le territoire que je suis en train de te décrire, il est gigantesque. Ouais. Là, puis on a 5 coachs à temps plein et demi, pas 50. Je veux dire, on n'a pas l'armée que les équipes de la NCAA ont. Fait que c'est ça qui est le tough pour nous autres, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre, OK, où est-ce qu'on répartit nos ressources puis notre temps, le Québec étant notre priorité, puis on a vraiment bien fait au Québec, comme vous avez vu dans les derniers mois cette année, mais je vais nommer un gars comme Pat Parent, un O-line du Nouveau-Brunswick qu'on a ramassé. Il va être bon. Il va être vraiment bon. Puis ça, ce gars-là pouvait pas être recruté par nos adversaires, à part peut-être Concordia ou Bishop. Fait que ça, c'est un avantage concurrentiel qu'on essaie de créer versus notre opposition. Puis les Américains, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a une autre université au Québec qui pourrait vraiment recruter un Américain puis que l'Américain le prendrait sérieusement. Ouais, puis je sais que way back, Concordia l'a fait un peu avec les frères Donovan, ces affaires-là. Mais je pense qu'on McGill, on a une longueur d'avance là-dessus parce qu'on a la crédibilité académique qui est vraiment à un autre niveau. Fait que on se dit que, puis en ce moment, on a encore un gars qui est avec nous qui s'appelle Nate Roy, qui est un transfert de Cornell. Fait que lui, il a gradué de Cornell, puis là, il fait un PhD en neuroscience en ce moment, puis il est sur l'équipe. OK. Ouais, il ne travaillera pas dans un dépanneur. Là, non, c'est ça. Lui, il est bon. Puis en ce moment, on a des gars de high school ou de prep school, des Américains à qui on parle, puis il y a de l'intérêt. Évidemment, l'objectif numéro 1 pour eux, c'est d'aller chercher le full ride puis le NIL deal en des divisions 1. On n'est pas épais, on le comprend, mais si ça ne marche pas, puis que là, tu t'en ramasses à avoir des Ivy League discussions ou parler du NESCAC, on est comme, on est capable de rivaliser avec ces équipes-là. T'sais. Très nice. Mais je comprends. Fait que toi, quand tu es arrivé avec ça... C'est une longue réponse, excuse-moi, mais ouais, c'était ça. On adore ça. La question. Ben oui. Mais eux autres, c'était comme, ouais. Bon, OK. Mais c'est vrai que ça fait bien du sens. Mais tu sais, il n'est pas à terme, ce plan-là. Puis j'ai pas de date limite, dans le sens que c'est de l'ouvrage. Puis moi, je pense que quand on va réussir à en rentrer 1, 2, 3, puis là, peut-être qu'après 5 ans, il va en avoir 8 à 10 Américains sur l'équipe. Puis là, si tu me dis que dans 5 ans, mettons qu'il y a 10-12% du roster qui est américain, c'est nice. Ça nous donne accès à, comme je dis, à un bassin de joueurs que les autres équipes ne peuvent pas vraiment avoir accès. Ouais. Bonne réponse. C'était une félicitation, ça, Pierre? Non, c'était une réponse c'est très bien expliqué. Effectivement. Je donne mon appréciation. Je rigole. On amène le podcast au prochain niveau, Pierre. C'est bon. Là, on va avoir l'impression de passer du coq à l'âne, mais moi, j'ai appris que Game Day,
c'est toi qui calls les jeux offensifs. Ouais. C'est toi qui appelles les jeux offensifs. Ouais. Comment, moi, pour moi, puis pour les auditeurs qui écoutent, qui se demandent comment ça fonctionne, parce que moi, j'ai souvent entendu ces trucs-là au niveau plus professionnel. Ouais. Tu sais, on sait par exemple que Andy Reid, c'est lui qui se pointe game day puis qui call son offense. Jason Moss. Jason Moss aussi. Shanahan, McVay. C'est ça, exact. Mais au niveau, parce que tu as quand même un coordinateur offensif. Ouais. Comment ça fonctionne, ça? Bonne question. Je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, dans la NFL ou dans la CFL, mais nous, ce qu'on fait, c'est que quand tu regardes la charge de travail hebdomadaire d'un coordonnateur offensif, si vous l'avez fait ou que vous le faites encore en date d'aujourd'hui, tu vas dessiner tes jeux, tu vas faire tes scripts, tu vas avoir des rencontres individuelles peut-être avec des joueurs. Fait que, dans le fond, le titre de coordonnateur offensif de mon bras droit, qui est Dimitri, ben, c'est exactement ça. C'est de coordonner l'offensive et tout le détail qui vient avec ça. Je vais vous donner un exemple. On a eu, pour planifier l'insertion du camp, on a eu un meeting de 7 heures lundi, où il y avait moi, Dimitri, Chris, puis Kalen aussi, qui est un étudiant qui nous donne un coup de main. Puis on a bâti ensemble l'insertion des 48 jeux qu'on veut avoir, disons, pour le camp, qu'on veut rouler contre l'Université de Toronto en pre-season. Fait que ça, c'est un travail auquel je participe activement. Mais une fois que la discussion se termine, ben là, les gars s'en vont dans l'autre bureau à côté, puis ils exécutent ce qui vient d'être décidé. Fait qu'ils vont dessiner le install plan, ils vont être en charge des meetings qui vont expliquer ça, mais j'ai fait partie intégralement de cette discussion-là. Fait quand fast forward, emmène-nous dans la saison, ça va être un peu le même genre d'environnement où je vais regarder le film, évidemment. C'est pas moi qui va faire le rapport de correction, parce que comme je faisais à Concordia, puis j'ai amené ça à McGill, chacune de tes répétitions à McGill est corrigée et gradée. Fait que on a un système de grade pour ton assignation, ton exécution. Ça prend un temps fou pour les coachs, mais en même temps, pour le joueur, c'est vraiment intéressant de savoir sur quoi tu dois travailler, puis ça limite aussi les débats sur le fait de pourquoi lui il joue puis pas moi. Tout est quantifié. Voici. Voilà. Fait que ça, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que c'est sûr que la différence entre Alex Surprenant à Concordia puis Alex Surprenant qui play call, c'est que là, tout ce travail-là, dans le fond, d'exécution, de temps, je le sauve en le déléguant. Je reviens encore sur l'importance de déléguer. Fait que, quand on bâtit un game plan en début de semaine, day 0, day 1, ben, Dimitri, il va être assis avec moi dans le bureau, puis on va décider ensemble de ce qu'on veut faire pour battre telle couverture ou telle affaire dans telle situation. Fait que tout ce qu'on va jouer lors du match, j'ai fait partie de la discussion pour déterminer ce qui va être fait. Ça ne veut pas dire que c'est un one-man show. Justement, j'aime ça travailler en collaboration. Je trouve que l'offensive, même si on est encore axé sur les RPO, elle évolue au fil des années. On fait des RPO, je pense, qui sont à un niveau assez particulier. On est loin de lire le will puis de lancer 2 slants en arrière. Donc, on a vraiment... Il y a du chemin qui a été fait depuis ce temps-là. Puis ça, ben, c'est une discussion qui évolue, qui est active, puis auquel je participe tout le temps. Fait que pour les game plans, ça va être la même affaire. Mais une fois que les décisions sont prises, ben là, Dim, il va aller dans son bureau puis il va mettre ça sur papier pour qu'on s'assure puis il va le présenter aux joueurs puis ces affaires-là. Fait que le pire, c'est que je me suis dit que j'aimerais ça un jour poser la question, peut-être à un gars comme Reid, ça va être ton horaire, elle ressemble à quoi, t'sais? Mais en tout cas, nous, un peu, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Puis ça, ben là, ça me permet évidemment de sauver tout ce temps-là pour là, me concentrer sur les autres tâches, que ce soit administratives ou relations avec les anciens, ou que je vais faire quand Dim est en train de vraiment s'occuper de la coordination du reste. Puis, est-ce que... Puis ça, c'est peut-être un détail, mais c'est parce que je suis quand même curieux, mais... Est-ce que ça veut dire que pendant la semaine de pratique, mettons, game week 1, dans les 12-12, c'est toi qui vas le caller? En fait, dans la semaine de pratique, tout est scripté. Fait que, il n'y a aucune décision qui se prend pendant une journée de pratique. Tout est fait en amont. Là, à moins qu'on décide de créer un scénario, disons, OK, l'offensive perd par 2, on est à telle ligne, puis on joue une vraie situation. Autre que ça, tout va être scripté à l'avance. Fait que, je te suis. Ça va être Kalen, en fait, qui va appeler les jeux avec les carrières pendant les pratiques. Là. Ça ne sera même pas Dimitri. On va avoir nos yeux plus proches de l'action un peu. T'sais. Je te suis. La seule peut-être différence aussi, c'est que là, depuis l'année passée, on a le droit d'avoir un micro. Fait qu'on peut parler aux carrières.
Fait que ça, c'est quelque chose en pratique que je faisais pareil juste pour prendre l'habitude de travailler avec Eloa. Fait que ça, c'est sûr que c'est une particularité puis mettons un rôle que je conserve durant la pratique parce qu'évidemment, c'est moi qui va le faire aussi pendant le match. Fait que c'est important de développer cette relation-là. Encore une fois, parce que je suis curieux, dans le U-Sport, c'est quoi la règle par au micro? C'est quand que tu dois arrêter de parler? Ouais, ça, c'est le bout de drôle de l'histoire. C'est que, évidemment, on n'a pas l'argent de la NFL ou de la CFL pour avoir un système qui bloquerait le signal. Ouais. Fait que la réalité, c'est que l'année passée, je parlais à Eloa avant et des fois même pendant le jeu. Je m'en cache pas. On essaie de maximiser cet outil-là. Si tu as un couteau à double tranchant, il faut que tu fasses attention. Je pense qu'il faut que tu aies l'habilité de réduire aussi des fois le nombre de mots, d'avoir une espèce de langage très court, très, très efficace. Puis ça aussi, c'est en évolution. Évidemment, là, Eloa est beaucoup plus confortable avec notre système offensif qu'il l'était l'année passée. Puis c'est normal, c'est fou, mais c'est la première fois de sa carrière universitaire qu'il va avoir le même système offensif 2 ans en ligne. Il est rendu 4e année. T'es oh my God. T'sais. Fait que, puis on l'a vu dès le camp de printemps, là, c'était plus le même gars. Je fais, OK. Là. Fait que, justement, pendant le camp de printemps, on s'est amusé. On s'est dit, sais-tu quoi, on n'aura pas de micro. Fait que, you're on your own, buddy. Puis, c'est sûr que dans notre système, on est exigeant envers ce qu'on demande au carrière. Le carrière prend énormément de décisions. Puis c'est correct, on lui donne les clés puis le volant de cette offensive-là. Fait que, moi, j'ai été vraiment très, très, très satisfait de ce que j'ai vu au camp de printemps. Fait que, tu vois, comment on va utiliser ce fameux micro-là cet automne, c'est encore à déterminer. Ça va dépendre à quel point il va être à l'aise. Puis probablement que mon rôle avec le micro va être réduit versus l'année passée où là, il fallait que je l'aide beaucoup plus. Non, je comprends. Il est-tu bon, Eloa? Pas pire. Le pire, c'est que Eloa, évidemment, il est tellement impressionnant que ses qualités athlétiques. Évidemment, c'est un joueur que pour le partisan moyen qu'on va considérer qui est spectaculaire à regarder. Je pense qu'en ce moment, dans la NFL, ces carrières-là sont appréciés. Les gars qui vont être capables d'extendre le jeu, puis que ce soit Allen ou Mahomes ou Lamar Jackson, ces affaires-là. Mais moi, je pense que, puis je disais ça en entrevue en début de semaine, qu'Eloa, il y a comme un autre gear que le monde n'a pas vu, je pense. Puis c'est relié au fait que s'il est confortable avec ce qu'on fait, je pense qu'il y a un autre niveau encore à atteindre. Fait que même s'il y a eu une bonne saison, puis qui a été très, très proche de gagner l'MVP de la Ligue, puis qu'il y a même des gens au pays qui en parlaient comme étant un candidat pour le HEC, je pense qu'il y a une coche qui peut aller chercher encore. Fait que c'est vraiment une bébite assez impressionnante. Ouais. C'est excitant, ça. T'as-tu une autre question? J'ai une question agitatrice. Oh! Attention. On m'a demandé de poser cette question-là. Je dois faire l'avocat du diable. OK. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit que le RPO, tu peux pas vraiment faire de mauvais call, c'est le QB qui prend la décision. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Si tu viens de me définir la perfection, dans le sens que si le carrière est toujours dans la bonne décision, ça fait que peu importe le jeu appelé, tu es dans une situation favorable versus la défensive. Évidemment, la réalité, c'est que, mettons, je vais prendre les meilleurs matchs d'Olivier Roy quand on travaillait ensemble à Concordia. Il y avait une prise de décision, je dirais, à 80-85% du temps quand il s'en allait à la bonne place. C'était des matchs généralement où on faisait ben des points, ben des verges. Puis des fois, la forme aussi, ce qui est drôle dans l'RPO, c'est que des fois, sur les 3 options qu'on va avoir, il y en a 2 qui peuvent être bonnes sur 3. C'est pas toujours blanc ou noir. Là. Des fois, c'est gris. Puis même, ça peut être souvent gris. Puis dans le fond, le but, c'est d'essayer de tout le temps de... Nous autres, on appelle ça la théorie de l'avantage. Fait que c'est de se mettre dans un avantage numérique, no matter what, à l'exception évidemment de situations comme du short yardage ou du goal line, des choses comme ça. Fait que, moi, pour moi, on aspire à donner tous les outils possibles à notre carrière pour s'assurer qu'il se rapproche le plus du 100%, de jouer le match parfait. Puis statistiquement, c'est vraiment fortement démontré que quand tu joues dans l'avantage numérique, ta moyenne de verge, elle est épouvantable. C'est vraiment... Fait que c'est un peu ce qui nous motive à s'inspirer de ça. Puis à Football Québec, j'ai présenté un peu ces chiffres-là en donnant une clinique. Puis c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Amérique du Nord qui travaillent là-dedans en ce moment. Fait que dans la NFL, je pense que les 49ers
étaient les mieux à genre 40% à jouer dans l'avantage numérique. T'sais. Sur quand même mettons du data qui était, je pense, une demi-saison. Là, mettons, saison 2024, 8-9 games, là, c'était à peu près autour de 40%, puis c'était les meilleurs. Alors que nous, en ce moment, on peut se mettre dans l'avantage 65, 70, 75% du temps. Là, fait, puis comme j'ai dit, des fois, les top games, c'est ça. Fait que, si tu es rendu le 2, mettons, incluant le goal line, le short yardage, si le 2/3 ou le 3/4 du temps, tu es en avantage numérique, ben, je te garantis que tu vas faire des points et tu vas faire des verges. Fait que, ouais. Mais est-ce que ce serait pas une manière de se dédouaner? Ah, tu parles en tant qu'entraîneur? Exact. Ouais, ben, parce que tu peux pas. Si c'est pas toi qui prends la décision, il n'y a pas vraiment de mauvais call. Ouais. Ben, pour moi, c'est les athlètes qui gagnent les matchs. C'est pas les coachs. Fait que, on veut se mettre dans la meilleure situation possible pour maximiser nos chances d'avoir du succès sur un jeu X. C'est ça qu'on veut faire. Fait que si je prends une décision puis que j'amène mon joueur dans une mauvaise situation, puis mettons, tu cours la balle, puis c'est premier 10, puis le box est loadé, puis là, tu gagnes une verge, puis là, on est en 2e et 9, ce qui est une catastrophe dans notre ligue, tu sais. Ben là, c'est la faute à qui? C'est-tu la faute de la O-line qui n'ont pas bloqué 2 gars en même temps, ou c'est la faute peut-être du play caller qui a mis son équipe dans une mauvaise situation, tu sais? Moi, c'est là que je challengerais cette théorie-là en disant, ben, au contraire, moi, j'essaie de leur donner les outils pour maximiser leurs chances de succès basées sur une mathématique très, très simple, tu sais. Ouais. Bien expliqué. À McGill, il y a une culture qui est, pas juste dans l'équipe de football, mais en général dans l'institution, qui est beaucoup plus anglo-saxonne. C'est-à-dire que il y a du cob. Ce qu'on veut dire, les anciens, en bon argot montréalais, ils donnent du cob. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi, ça, d'être dans une institution où tu te retrouves avec beaucoup plus de ressources que tu n'en as probablement jamais eu? On a parlé de contexte financier tantôt. Puis c'est certain que ce que j'appelle le McGill Power, là, ce que tu viens de décrire, là, c'est comme un deuxième budget. Fait que pour moi, ça permet de niveler vers le haut nos budgets, ces affaires-là. Puis en toute transparence, je le savais, ça, mais je l'avais sous-estimé en prenant le job. Jamais j'aurais pensé qu'on serait capable de faire ce qu'on a fait. Je l'avais vécu dans une moins grande mesure à Concordia, où c'est un peu le même genre de principe. Mais les montants d'argent qu'on avait été chercher étaient bien. Puis pour moi, c'était du jamais vu pareil versus les universités francophones. Mais là, effectivement, on est passé à un autre niveau. Puis ça fait 1 an et demi que je suis là, puis il n'y a pas une semaine qui passe où je découvre pas un ancien qui a fait fortune dans whatever domaine, puis qui est un stud dans ce qu'il fait, puis que évidemment, la roue tourne. Là, en ce moment, au moment où le podcast va être diffusé, on est vraiment dans un lancement de campagne de financement pour notre vestiaire. Puis ça va être l'idée par 2 individus, JP Darche, qui est évidemment un médecin au Chief de Kansas City. Un ancien Cactus. Voilà. Et puis John Cleghorn, qui est beaucoup moins connu parce qu'il est de la région de Toronto, mais qui a été CEO et chairman de la RBC pendant plus d'une décennie. On parle de Royal Bank of Canada? Ouais. OK. C'est ce genre de gars-là. Fait que ces 2 gars-là vont être nos co-porte-parole de cette levée de fonds là, qu'on va faire pour le vestiaire. On a l'objectif de ramasser à peu près $1 million, là, peut-être un peu moins que ça. Puis ça va être lancé là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Fait que c'est là que c'est des affaires sur lesquelles, quand je parlais de temps, il faut que j'en mette du temps là-dedans. C'est super important. C'est à développer, c'est à améliorer. Puis ça, je fais ça main dans la main avec mon meilleur ami maintenant, qui est Vincent Gagné, qui fait un job exceptionnel. C'est notre président de ce qu'on appelle Friends of McGill Football. C'est lui qui est président de ça maintenant, puis qui fait un travail incroyable pour nous aider à lever des fonds. Quand je suis arrivé en février 2024, on a eu notre levée de fonds qui s'appelle McGill 24. McGill 24, dans le fond, très anglophone comme concept. C'est comme, hey, on a une page web, donne de l'argent. C'est ce qui est vraiment pas dans notre nature francophone de faire ça. Puis là, la première année, ça faisait 1 mois que j'étais là, on a ramassé 100 000. Mais il faut savoir que le PB de l'équipe de foot, c'était 30, puis que la moyenne, c'était 15 à 20.
Pendant la journée, mon boss est rentré dans mon bureau et dit là, qu'est-ce qui se passe là? J'étais comme ça fait un mois que je suis là, j'ai aucune idée. Puis là, Vincent, lui, il faisait des miracles avec son équipe. Puis on a levé grosso modo 100 000. Puis là, tu vois, cette année, on a annoncé qu'on a levé 275 000. Fait que, durant cette journée-là, on a levé un petit peu plus, je pense 135, 140, quelque chose du genre. Mais à ça s'ajoute aussi un don majeur là, de M. Issi Rabinovitch, qui est un ancien des années 60 qui a fait fortune, qui est en Californie, dans le Capital Investment, puis qui a dit, je vais vous donner 500 000 répartis sur 5 ans, 100 000 par année US. Fait que, le premier chèque, c'est 100 000 US, c'est devenu 145 000 canadiens. Fait que 145 plus le 130, grosso modo, qu'on a ramassé, on parle de 275 000 piastres qu'on a ramassé en début d'année 2025. Fait que, vous comprendrez que ça a un impact majeur. Un des gaps qu'on avait identifié qu'il fallait rapidement combler suite à l'audit qui a été fait là, avant mon embauche, là, c'était au niveau du budget pour les bourses. Évidemment, il y a des règles canadiennes, mais avant, McGill n'atteignait pas le maximum de bourses qui pouvaient être distribuées, ce qui n'est plus le cas maintenant. Fait que là, on est capable donc de rivaliser avec Laval, Montréal ou n'importe quelle université au Canada par rapport au budget. Et ça, c'est pas le cas partout parce que ça coûte beaucoup d'argent. Puis évidemment, je reviens sur le recrutement. Un peu comme dans même si c'est pas des gros montants d'argent, ça a quand même un impact sur la décision des kids. Là, fait ça, pour nous, c'est un gap immense qu'on sait qu'on est en sécurité pour les 5 prochaines années parce que M. Rabinovitch, shout-out, a été super généreux. Pierre? Moi, j'allais dans une autre complètement question. On a le droit, c'est notre podcast. Je suis prêt. C'est bon, c'est parfait. C'était super intéressant. Moi, ça donne plein d'idées. Mais, oui, j'espère que ça donne des idées. Je ne pose pas les questions pour rien. Là. Non, mais on s'en sortira jamais. Je veux dire, money makes money. Non, mais c'est l'outil, je veux dire, tout. En tout cas, bref. Tu as dit tantôt, c'était impossible pour toi de déménager, de t'expatrier avec ta famille, comment que aux États-Unis le font, sont bons. Tu es entraîneur-chef, tu parles beaucoup de délégués. Comment tu conjugues ta vie familiale et ta vie d'entraîneur-chef? Moi, je t'avoue, là, moi, dans la dernière année, c'est... Ta gueule? J'ai rien dit, ouais. J'ai littéralement rien dit. C'est un défi, tu sais, je veux dire, on manque tout de temps, fait qu'on essaie de se faire des heures pas possibles. On squeeze le plus d'affaires dans une journée, c'est limite malsain, là, on va se le dire. Comment tu gères ça, toi? Excellente question. Tu sais, puis en toute transparence, on a perdu Colin Tennant un peu en raison, à partir de ça, des raisons personnelles, familiales, ces affaires-là, parce qu'effectivement, nos métiers sont assez intenses. Fait que la première affaire que je dirais, c'est que c'est sûr que si tu changes de job, mettons que tu es déjà en couple, tu changes de job puis tu deviens coach à temps plein, je veux pas gager contre toi, mais d'après moi, les odds que ça fonctionne à long terme sont tough parce que là, ta blonde va dire comme what? Fait que ça, c'est sûr que ça prend une partenaire qui comprend ce que tu fais, puis qui le vit avec toi dès le jour 1. Ça peut pas être, je pense, une curveball qui arrive dans sa face parce que là, honnêtement, ça, je saurais pas comment le gérer. Fait que moi, quand j'étais déjà coach à temps plein en 2013 quand j'ai commencé à sortir avec la mère de mes enfants. Fait que, tu sais, puis ça donne que c'est une physiothérapeute graduée de McGill, d'ailleurs, qui a fait du sportif pendant plus de 20 ans, que ce soit au hockey, au soccer ou au football avec les géants. Fait que, tu sais, elle comprend un peu c'est quoi notre univers. Bon, fait que ça, c'est ça prend une bonne blonde solide qui est capable de tenir le fort quand t'es MIA. Puis après ça, tu sais, puis bon, je suis peut-être pas encore rendu là, mais tu essaies de trouver un équilibre dans la mesure où il y a des séquences quand même dans l'année comme coach où on se mentirait de dire que c'est aussi intense 12 mois par année. L'automne, c'est intense. Ouais. Ça, je pense que quand tu compartimentes ton année, puis que tu expliques à ta conjointe qui regarde là, de telle date en août jusqu'à le plus tard possible en novembre, là,
you're on your own, tu sais. Puis tu as peut-être une journée de congé sur 7 que tu essaies de te garder pour passer un petit peu de temps en famille. Fait que c'est ça. Puis après ça, le reste de l'année, par contre, ben là, c'est à toi à faire des plays. Fait que moi, quand ma blonde, disons, elle me dit hey, là, notre fille est malade, elle n'ira pas à l'école aujourd'hui, puis c'est un mardi de février. Ben, faut que je reste à la maison, puis c'est moi qui tiens le fort. Parce que ça peut pas juste être un one-way street. Il faut que ce soit un two-way street. Fait que je pense que dans le reste de l'année, il y a moyen de s'arranger pour avoir un rythme de vie qui est plus normal. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis ça va aussi... là, je viens d'avoir 40 ans. Je parlerai aussi d'habitude de vie. Je pense que de prendre soin de soi, c'est important. T'entraîner, ton sommeil, ces affaires-là. Parce que quand tu reviens à la maison... Faut que tu reviennes à la maison avec l'énergie. Là, tu peux pas revenir à la maison puis t'es dead dans le divan. Puis je l'ai fait, ça. Ma blonde a dit hey, arrête le gros, là, tu l'as fait. Ça. Puis c'est vrai, là, parce que j'étais fatigué. Fait que, je pense que prendre soin de soi aussi pour être capable d'être vraiment là quand t'étais à la maison. Puis après ça, je dirais aussi discipline avec le cellulaire. Puis ça, c'est un... quand j'étais au géant, j'étais pas bon avec ça. Puis elle me le disait, là, genre Alex, t'es là, mais t'es pas là. Puis bon, là, après ça, quand tu deviens commentateur offensif à Concordia, ben là, comme je disais, c'est plus facile parce que là, c'est pas toi qui se fait gosser pour les problèmes. Généralement, en premier, ça va être le coach en chef. Fait que, tu sais, mettons, pendant que tu manges ou pendant que tu passes du temps en famille, ben il y a des moments où ton cellulaire essaie de pas y porter trop attention. Et ça, encore pour moi, c'est un combat quotidien parce qu'on veut être ça coche, puis moi, je veux répondre tout de suite au courriel, puis aux messages, puis aussi, puis au ça, tu sais. Mais tu vois, j'étais avec l'équipe du Québec depuis 2018. Fait que cette année, c'était la première fois que je n'étais pas sur un coaching staff de Team Québec depuis longtemps. Fait que tu sais, quand Football Québec a pris la décision de dire ben là, on va changer les règlements, on veut pas que ce soit un coach en chef universitaire. Fait que tu sais, je me souviens d'avoir dit à ma blonde, j'ai une mauvaise puis j'ai une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, je suis plus coach de Team Québec. Ils veulent plus que j'y retourne. La bonne nouvelle, je suis plus coach de Team Québec. Fait que là, c'est sûr que là, cet été, on a pris deux semaines de vacances familiales à travers le mois de juillet où j'ai mis Antigonish entre les deux. Fait que, mais ça donnait du temps en famille qui était agréable. Puis là, pendant 2 secondes, je pensais que t'avais... On a pris 2 semaines de vacances. Je l'ai convaincu, j'y ai pas dit, on est allé à Antigonish. non, ça s'additionne ça. Puis tu sais, après ça, ça, on lit souvent, les coachs américains parlent souvent de ça. Ton fils, il joue au hockey, à moins que tu sois en train de jouer une game, essaie d'être présent. Puis souvent, j'ai lu des coachs qui disaient, moi, si j'apprends qu'un de mes assistants manque la game de basket de son fils, parce qu'il est en train de work le script à 11h le soir, you're fired, man. Fait que, je pense que ça, c'est important aussi de divulguer ce message-là à tes coachs. Regarde, maintenant, à la fin de la journée. Moi, j'aime ça dire, quand on se prend trop sérieux des fois au foot, là, j'aime ça dire qu'on fait juste jouer au ballon pointu. C'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on fait. On ne sauve pas des vies, on n'est pas CEO d'RBC. On n'est pas, je ne suis pas un pompier qui rentre dans une maison en feu pour sauver le bébé. C'est pas ça pantoute. On joue juste au football. On joue. C'est ça le verbe. Là, donc, fait que ça, je pense que des fois aussi, ça permet de... OK, là, il n'y aura pas mort d'homme. Ça va aller. Là, ben, c'est ça. Je pense que c'est important d'en parler. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on veut tout... on veut tout faire le mieux qu'on peut. Ouais. Souvent, ça passe par le mettre le plus de temps qu'on peut. Ouais. Ce qui n'est pas toujours la solution. Puis tu vois, moi, je trouve que, mettons, j'ai eu des années dans le coaching où, pendant la saison, disons, je ne m'entraînais pas. Puis là, tu es comme, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y aura toujours quelque chose à faire. Fait que, d'avoir la discipline de dire, hey, là, je m'arrête 30 minutes, 45 minutes pour aller prendre une marche, faire un lift, faire les stairs au Percival. Juste quelque chose pour oxygéner ton cerveau. Là, moi, je ne crée pas ça que travailler 16 heures par jour, à tous les jours, sans pause, sans prendre soin de toi, c'est plus efficace que peut-être en travailler une couple de moins, mais d'avoir 8 heures de sommeil puis d'avoir assez de t'entraîner dans ta journée. Moi, je suis convaincu que ton énergie, ta productivité, ton efficacité est meilleure. Convaincu de ça. Bien dit. Pierre? Moi, je fais... Attends. Non, Max, c'est pas arrivé. Non, ben, t'as-tu... Moi, j'avais plus de questions sérieuses. Ben, peut-être avant que tu passes à tes... tu voulais-tu poser des questions... pas sérieuses. C'est juste pour peut-être ma dernière question sérieuse. On fait des questions sérieuses, pas sérieuses. On va passer au prochain niveau, Pierre. OK, c'est bon. Là, on
partira pas sur le recrutement parce que ça peut durer. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé comment tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est comme une game dans une game. Là. C'est comme, c'est vraiment, tu te sens en compétition contre les autres. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait de recrutement, quelqu'un qui veut s'intéresser à ça, c'est toi, là, mettons, si tu avais un truc que tu as appris au fil des années à force de faire ça, là, à donner à quelqu'un qui veut devenir recruteur. Ouais, qui pogne une job qui commence à coacher au cégep, qui n'a jamais fait de recrutement ou qui veut proposer ses services ou je sais pas. Ouais. Ça va donner un truc de recrutement. Ouais, ben écoute, je vais nommer peut-être 3 affaires. Là. Un, il faut que tu sois sur le terrain. Puis ça, ben, c'est time consuming, puis on parlait d'équilibre avec la famille, puis tout. Ben, même si on a nos games à gérer, puis tout, tu peux pas juste checker des highlights sur la avoir une présence sur le terrain, te faire voir comme institution, serrer les au niveau universitaire, on peut parler aux gars. Fait que, parler aux gars après les matchs, ces affaires-là, je pense que c'est important. Des fois, ça peut être une conversation de 30 secondes, mais je pense que tu montres aux kids, tu montres aux coachs aussi que hey, je suis allé voir ton programme, ces affaires-là. Fait que, on essaie d'avoir une discipline d'aller voir des matchs, puis d'aller voir tout le monde aussi dans le plus possible dans les camps, ces affaires-là. Puis après ça, tu as une relation à créer avec les individus. Puis ça, je vais vraiment donner le mérite plus à mes coordonnateurs maintenant. On parlait de délégués. Je pense que Max et Dim excellent là-dedans, de créer des relations avec ces gars-là, de passer, de discuter avec ces gars-là, d'apprendre à se connaître. Puis après ça, faut que tu aies la capacité à être capable, un peu comme un business guy ferait, c'est quoi tes avantages concurrentiels comme institution? Quand tu te compares au reste, là, qu'est-ce qui te démarque? Puis c'est de peser fort là-dessus, puis c'est de mettre l'accent sur ces affaires-là. Puis moi, c'est là que McGill, quand tu regardes la qualité de l'institution, ben, moi, dans ma tête, je pouvais pas croire. Quand je n'étais pas à McGill, j'entendais que c'était impossible d'avoir du succès à McGill, sous prétexte que trop difficile de rentrer à l'école. J'étais comme, voir qu'être une des meilleures écoles au monde, c'est un désavantage. Pour moi, c'était l'affaire qui faisait aucun sens. Puis l'autre affaire que j'avais sous-estimée, moi, personnellement, autre que le Percival Molson, notre campus, là, j'avais jamais mis les pieds là, littéralement. C'est pretty. C'est incroyablement beau. Là. C'est en flanc de montagne, sur le centre-ville, tout est walking distance. On a un campus qui est incroyable. Fait que, on met beaucoup l'accent sur l'académique que tout le monde connaît, mais que même, honnêtement, il faut plus que je vende ça aux Québécois francophones qu'au reste du monde qu'on recrute. Des fois, puis je suis coupable de ça. Là. À 19 ans, tu aurais demandé à Alex Surprenant, hey, définis-moi McGill, puis j'aurais dit, c'est une bonne école. Je t'aurais dit ça rapidement sans trop savoir, puis je le nommerai pas, mais on recrute en ce moment un gars qui est un Québécois qui est aux États-Unis en ce moment, puis on avait une discussion là-dessus, puis là, il me parlait, il disait, hey, je te allais faire un camp à Ivy, puis il va se reconnaître s'il écoute la conversation, il va trouver ça drôle, puis t'es comme, c'est cool, parce que ils ont vraiment un gros réseau d'anciens, puis c'est des gars qui ont eu du succès, puis là, ils aident les joueurs à avoir des jobs après, puis là, je l'ai regardé, j'étais comme, OK, faut qu'on jase, là. On va parler de McGill ensemble, toi puis moi, puis tu vas comprendre que tout ce que tu as vu à l'institution X, là, on le fait autant, sinon mieux, là, puis pour tous les exemples que je vous ai donnés. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, je pense aussi, la troisième affaire, c'est de prendre connaissance de c'est quoi qui sont tes avantages. Parce que, tu sais, veux pas, c'est pas tout le monde qui a les mêmes avantages. C'est pas tout le monde qui en a autant, malheureusement, tu sais, mais après ça, ces avantages-là, mais mets l'accent là-dessus, puis fais sur le clou, puis c'est ça ton pain puis ton beurre pour essayer de convaincre l'étudiant athlète de venir jouer pour toi, tu sais. Bien dit. Parce que c'est ça. Puis aussi, ça, tu l'as dit, avantage concurrentiel, mais c'est un avantage que seulement toi, tu as aussi, là. Mais pour moi, c'est ça la définition d'un avantage concurrentiel. C'est le fait que les autres ne peuvent pas le faire. Tu te vends des avantages, mais tu es comme, ouais, OK, mais j'ai la même affaire de l'autre bord. J'ai un deuxième casque. On s'en fout. Là, tout le monde a un deuxième casque. Là. Okay, c'est beau. Il faut que ça soit un avantage concurrentiel, c'est-à-dire quelque chose que les autres ne peuvent pas autant bien vendre que toi. T'sais. J'ai une autre question. Ben, vas-y. Je m'excuse parce que dans... Je m'excuse. C'est ton podcast aussi. Hein? Dans tes avantages concurrentiels, je présume qu'il y a l'historique de McGill. Là, je veux dire, ils ont une histoire, gagnante. Ils ont déjà gagné. C'est quelque chose que tu peux pas... tu peux pas reproduire là, pour certaines écoles. Moi, je dirais, j'essaie de trouver... Mais tu sais, mettons, le programme des Carabins n'est pas aussi vieux que... Puis...
bon, je ramène ça à nous autres, mais moi, je considère que le programme que je dirige en ce moment, un des avantages concurrentiels dans la ligue dans laquelle je joue, ben, c'est son histoire. C'est un programme, ça fait longtemps qu'il existe et tout. Puis on essaie de le mettre de l'avant, puis on essaie de le faire comprendre aux jeunes. Mais des fois, c'est tough. Que, les jeunes sont comme, ouais, mais c'est du passé, puis sont souvent plus par en avant. Puis comment vous faites, vous, pour mettre en valeur l'histoire de McGill auprès des joueurs? Moi, je dirais que c'est important d'en parler parce que tu vas toucher une certaine clientèle avec ça qui vont être impressionnés de voir cette histoire-là. Mais c'est aussi de leur faire comprendre qu'est-ce que ça amène, une riche histoire. Autre le fait que ça fait longtemps que ça existe, c'est qu'est-ce que ça donne concrètement. Fait que si je reviens sur notre exemple à nous, ben, on a des anciens qui ont joué dans les années 60. Il n'y a pas beaucoup d'universités au Québec qui peuvent dire qu'il y avait des anciens qui jouaient dans les années 60. Là, ces gars-là qui ont fait leur vie au complet, puis que là, qui s'aperçoivent qu'il leur en reste moins qu'il leur en restait, puis qui regardent leur compte de banque, ils sont comme « OK, oh my God, ça va bien mes affaires », bien là, ces gens-là redonnent. Fait que, je pense que notre riche histoire, un des avantages que ça nous amène, autre le fait que c'est cool, on a des vieux artefacts dans le building, puis qu'on a gagné dans le temps, ben, ça nous amène vraiment ça explique pourquoi nos anciens nous supportent comme ils nous supportent. M. Rabinovich a joué dans les années 60. M. Cleghorn a joué dans les années 60. Fait que, ta riche histoire, pour moi, qu'est-ce qu'elle amène concrètement comme avantage à court terme? Parce que l'affaire, c'est que le kid, lui, il pense à court terme. Il pense juste en avant de son nez. Fait que, ça se peut qu'il trouve ça cute, l'histoire, qu'il trouve ça le fun. Puis c'est important d'en parler. Mais qu'est-ce que ça y amène concrètement à lui? Puis moi, c'est ça que... Puis c'est un peu la même affaire au niveau... tu viens étudier à McGill, puis après ça, tu te ramasses à aller travailler. On va tout passer par là. Ben, la riche histoire de McGill, puis le fait que là, on a des anciens probablement dans toutes les tours à bureaux du centre-ville, dans tous les métiers possibles, puis du monde qui ont des jobs dans toutes les grosses compagnies québécoises. Ça, pour moi, c'est ce que mon histoire elle amène aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça que là, du monde... qui respecte, quand il regarde ton CV et il voit McGill, ben, c'est supérieur. Puis il y a peut-être quelqu'un qui a étudié là qui respecte ça à l'interne dans le business. Puis tu as peut-être même un ancien gars de foot. Puis tu vois, on a un gars, Martin Deneau, qui est bien placé chez Bell en intelligence d'affaires, en intelligence artificielle, ces affaires-là. Ben là, j'ai eu 4-5 joueurs, moi, cet été, qui ont travaillé dans le centre-ville de Montréal pour Bell, dans un domaine très, très, très connexe et pertinent à leur champ d'études en ce moment. C'est tripant pour les gars, mais sans cette connexion-là d'un gars qui a joué dans, mettons, le milieu des années 90, alors qu'il y avait encore une fois très peu de programmes, ben, on ne l'aurait pas eu, ce passe à la palette-là. Fait que, pour moi, c'est ça aussi qu'elle amène l'histoire. Puis je pense qu'à Notre-Dame, vous pourriez faire des parallèles similaires parce que si le gars il étudiait à McGill, ben, on fait partie de la même Sainte Trinité. Hein. Le monde appelle ça Notre-Dame, Grasset et McGill. C'est appelé il y a du monde qui appelle ça la Sainte Trinité. Ah, ouais. Si tu as passé à travers les trois programmes, là, le monde il voit ça comme étant les trois programmes comme académiques, si tu veux, un peu plus montréalais. Fait que, si le gars est passé par McGill, là, forcément, il est passé à quelque part avant et donc peut-être par Notre-Dame. Fait que, je pense que cet angle-là, vous pouvez le prendre aussi de votre côté. Bien dit. OK, c'est bon. Comment tu utilises l'intelligence artificielle dans ton travail? Oui, ben, de plus en plus, ça a été discuté, même en tant que département. Mon boss est allumé sur ces affaires-là. Fait que, même dans un gros meeting des départements, on a eu une présentation. Puis c'est utiliser aussi McGill, c'est ça. Il y a du monde intelligent dans notre institution. Fait que, on a eu des étudiants, des chercheurs dans ce domaine-là qui sont venus présenter sur comment les coachs pourraient utiliser ça. Moi, personnellement, en ce moment, à court terme, là, ça a remplacé Google pour moi. Pas mal, puis je vais y poser des questions souvent, puis après ça aussi, juste comme, hey, j'ai besoin d'une lettre de recommandation pour Eloa qui applique sur telle bourse de telle affaire, il a fait ci, ça, bang, là, ça te sort une lettre, puis après ça, OK, ben change-moi ci, flippe le mot là, puis ça te fait sauver du temps, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Tu vois, je l'ai utilisé justement récemment pour, je disais, hey, sors-moi des livres qui parlent de recrutement dans NCA. Puis là, OK, il m'a proposé des affaires. La réalité, c'est que ça laisse. J'aime ça aussi de tester les limites parce qu'il y en a, right? Hein? Des fois, ça va. On se comprend. Je ne sais pas si vous avez vu le fantastique discours d'Antoine Bertrand à la fête nationale, là, le 24 juin, où le genre dans son discours, il a comme cité, mettons, 45-50 chansons, je ne me souviens plus du nom exactement. Puis là, pour le fun, avec Malon, j'ai dit, on va tester ChatGPT, ils sont plantés solides, là, genre la chanson des Cowboys fringants, il disait que c'était Ecola qui l'avait chanté. J'ai comme, ouf, OK, tu as pris son discours, tu l'as mis dans... Non, en fait, j'ai dit, sors-moi tout
tous les titres et les artistes des chansons qui ont été nommés dans le discours d'Antoine Bertrand. Pitoyable. Il s'est planté, c'était fantastique, comment c'était pourri. Fait que, il faut faire attention à ça aussi. Il ne faut pas que tu prennes nécessairement pour du cash tout ce qu'il va te dire. Fait que, en ce moment, je te dirais, c'est ça. J'aime poser des questions. Je l'utilise pour sauver du temps au niveau des courriels et des textes que j'ai à écrire en masse. Ça fait déjà au moins plus d'1 an que je fais ça. Tu vois, j'étais avec ChatGPT, mais j'ai commencé à jouer avec Grok un peu aussi. Là, à l'interne, avec McGill, il parle d'utiliser un peu plus Copilot, qui est associé à Microsoft et à Teams. Fait que ça, je n'ai pas touché encore, mais je veux quand même... Moins fort. Ah ouais, moins fort. Moins fort. Bon, fait que tu vois, c'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis, tu sais, ça va être le fun de voir ce que ça va nous... Où est-ce que ça va nous mener dans le futur pour le coaching? Absolument. Comment tu l'utilises, toi, Olivier? J'en parlerai après. Ouais. Une fois que les caméras sont fermées. Man. OK. Je suis comme ça? Non, ben OK. Ben, je veux le dire. On le mettra sur Patreon. Non, je cache rien. Mais moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'exporte du data. Après ça, je l'upload dans ChatGPT. Ouais. Après ça, j'ai des discussions avec ChatGPT. Ouais. Je lui dis exactement qu'est-ce que j'upload. Puis, justement, avec toutes les données qu'il y a... Tu fais sortir des tendances, mettons. Ben exact, je parle direct. Troisième essai, il se passe quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça le fait mieux que ce que Huddle peut déjà faire pour toi? Mais ça le fait plus vite. OK. Parce que Huddle, des fois, on peut se programmer des reports, fair enough. Ouais. Mais comment je peux dire? Il va trouver les tendances pour toi avant que tu aies lu le rapport, en fait. Genre, ouais. C'est plus fluide. Yeah. Je lui pose la question, je sais pas moi, troisième essai. OK, ben ils aiment ça. Je dis n'importe quoi. Okay? Ouais. Ils aiment ça passer à droite. OK, ouais. C'est quoi qu'ils font? OK, ben ils aiment ça faire tac, 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 tac. Ouais. Puis il va te le présenter d'une certaine manière. Puis tu peux lui demander de te le présenter d'une manière différente. Puis ça va plus vite que si moi je le faisais moi-même. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Fait que je suis encore dans mes essais là, avec ça. Là. Je suis encore en train de tester bien des affaires. Je dip mes toes in the water un peu. Tu sais. Mais quand j'ai commencé à faire ça cet été, j'étais comme « Oh, attends un peu, là. Là, il faut encore que je revoie comment je tag mes affaires pour essayer de... » tu vois, un peu relié à ce sujet-là, nous, à l'interne, en ce moment, on essaie d'utiliser vraiment ce que j'appelle le brain power de McGill. Puis on s'associe avec des facultés présentement pour avoir des projets de recherche, des choses comme ça. Fait que, au moment où on se parle, je sais que Max, en défensive, durant l'été, il a fait travailler justement, savoir un peu... On travaille avec DV Sport, nous autres, dans le business de DV ou de XOS. DV étant pas mal le plus gros joueur au Canada dans les universités, puis on a l'exclusivité de la CFL. Et puis là, on essaie de voir comment on peut améliorer et maximiser notre utilisation de notre logiciel via ces étudiants-là. Puis on a des projets aussi de recherche avec... des hôtels, notre business school, sur certains sujets. Justement, on parlait de contexte financier, de comment avoir des idées de faire de l'argent. On va mettre des étudiants là-dessus. Puis là, on a lancé... McGill est en train de bâtir en ce moment un nouveau... un sport science, un institut de sciences du sport. Puis là, on a été approché par un professeur pour faire la recherche sur l'identification du talent. Fait que là, probablement 2026 ou 2027, là, si les financements si le projet de recherche est financé, ça pourrait nous permettre de peut-être tenir genre des camps où on va faire des tests psychométriques aux athlètes pour essayer d'identifier quels sont les traits de personnalité ou de caractère ou de réflexe qui peuvent t'amener vers un meilleur joueur de foot dans 2, 3, 4, 5 ans. Puis ça, c'est quelque chose qui a été fait, puis j'en parle parce que c'est public, là, ça a été fait au niveau du hockey, dans le junior majeur. Puis le professeur en question a travaillé avec les Remparts de Québec pendant plusieurs années. Puis tu sais, statistiquement, il était capable d'aller chercher, mettons, un joueur qui faisait le roster de plus aux 2 ans. Fait que, c'est sûr que pour les Top Guns, mettons... On les voit. Jerry Momo puis Ambroise Duplessis, Giroux. Pas besoin de me faire dire qu'ils sont bons. Là, je veux dire, ma blonde, mon fils de 9 ans l'aurait recruté aussi. Puis, mais pour des fois des gars où t'es comme, lui, ou surtout pour d'autres hors province, sont tellement jeunes. Qu'est-ce qui peut faire la différence peut-être dans les traits de personnalité ou d'individus qui peut nous augmenter nos odds d'avoir un gars qui pan out et qui devient un bon joueur plus tard. Fait que, ça, pour moi, ça me fait triper bien raide. Je l'avais parlé de ça en entrevue. J'étais comme, hey, on n'est pas riche comme Alabama puis Michigan, là, mais on a du brain power partout autour de nous autres. Fait que, trouvons-nous des partenariats pour être capable d'aller financer des projets de recherche
qu'on n'aurait jamais moyen de payer concrètement pour faire ça. Ouais, exact. Donc, ouais, c'est intéressant tout ça. Ouais, Des fois, j'entends souvent parler d'intelligence artificielle comme quoi c'est quelque chose qui peut faire peur, là, tu sais, mais des fois aussi, il y a des bons côtés, comme 100%. ce qu'on vient de parler. Fait que t'as vu, Pierre, j'ai pas gatekeep, j'ai partagé. C'est correct. T'es-tu fier de moi? Dis-moi que t'es fier de moi. Oui, pour vrai, ouais. Ok, merci. Ouais. Après, ils vont me dire qu'on le coupe. Non, c'est vrai. Non, c'est ça. Exact. Tu as déjà cherché le max en bas? Ouais, vas-y donc. Ouais. Puis, j'allais... Ouais, ok, ouais, fair enough. Ouais. Tu vas dans un casse-croûte haïtien, qu'est-ce que tu commandes? Si tu vas dans un casse-croûte haïtien. Oh! Je sais qu'il me semble que j'avais été dans une place, quand j'étais à Concordia, le nom m'échappe, recommandé par un joueur. On avait un joueur à Concordia que son père était propriétaire. Ouh, ça c'est bon. Ouais, mais là, le nom, je suis pas capable. Ok, tu sais. ouais, non, je sais ce que tu veux dire. Mais ouais. Ouais. Ah, ok, c'est bon. Non, fait que désolé, je suis pas capable de nommer de plat. Non, c'est ça, hein. Ouais. Essayez une faux deux, déjà, Adèle. Pas très Le classique, c'est le griot, le plat de porc avec le rice and beans. Mais oui, voilà. Tu fais beaucoup de pêche. Oui. Est-ce que tu sais nager? Oui. Est-ce que je traverserai un lac à la nage? Ouais. Pas nécessairement, mais j'ai Ouais, une ceinture de sécurité pour éviter d'avoir à faire ça par moi-même. Est-ce que tu voyages beaucoup? Avant les enfants, plus. Avec ma conjointe, on est allé au Costa Rica, on est allé en Espagne. Quand mon fils avait 18 mois, on est allé en Italie. Ça, à l'âge où il y a le backpack, là, que dans le fond, lui, il fait juste vivre puis se nourrir. Fait que ça, c'est cool. Mais là, après ça, quand ils vieillissent, tu rentres dans une phase où, à mon avis, pour eux, là, à 3, 4, 5, 6, 7 ans, est où la piscine? Le Colisée de Rome, ça ne m'intéresse pas. Fait que c'est là que je pense qu'on a comme pris une petite pause là-dessus où on voyage un peu plus localement au Québec. On est allé dans la région de Kamouraska, on est allé sur le réservoir Baskatong en famille récemment aussi. Fait que là, on est un petit peu plus local en ces temps particulier. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Mais ouais, j'ai toujours aimé voyager. Puis là, on se dit qu'en vieillissant, ça va probablement recommencer un peu plus pour faire vivre ça aux enfants aussi. Absolument. Ouais. Dernière question. C'est quoi la différence entre Alex Surprenant le père et Alex Surprenant le coach? Oh wow. Je sais pas s'il y en a tant une, la différence, parce que ma blonde, des fois, elle va me trouver... Comme, des fois, elle va dire « Hey, c'est pas tes joueurs, là, c'est tes enfants. » Dans la mesure... dans la mesure où, mais tu sais, ma blonde est meilleure que moi parce qu'elle a lu vraiment un peu sur... je pense de Dan Échoué, un bon livre là, sur l'éducation que les parents font au Danemark. Puis souvent, des fois, dans notre société, on va avoir tendance à un petit peu trop les chouchouter. Ou, je donnais l'exemple hier à un ami où tu es comme, OK, ton enfant te fait un dessin, puis le dessin, mettons, c'est un dessin de maison, mais tout croche la maison, puis il manque un mur ou whatever, ben tu veux pas réagir en disant wow, il est donc hot ton dessin, là, ben non, au contraire, dis les vraies affaires. Fait que quand mon gars joue au hockey puis qu'il n'a pas une bonne game, même s'il a 8-9 ans, ben je vais dire gros, t'as pas été bon aujourd'hui. Puis là, des fois, ma blonde est comme c'est pas ton. Ouais, mais je commencerai pas à faire semblant. Fait que je pense que d'être honnête, puis bon, l'effet sandwich, là, tu veux pas le planter sur toutes les erreurs, les 25 erreurs que tu as jugées dans la game. Là, tant qu'à moi, t'es un parent fou, mais tu veux avoir une approche où les vraies affaires, c'est les vraies affaires. Puis arrête de dire mon champion, mon meilleur, mon ci, mon ça. Je pense que tu les aides pas, tes enfants, quand tu fais ça. Fait que, puis peut-être pour finir à la blague, tu vois, quand là, mon gars a 9 ans, puis là, une couple d'années, il commence à me challenger. Il veut dire je veux jouer à NHL. Il commence à jouer à NHL, puis là, ça va bien ses affaires, mais il me dit je veux jouer contre toi. Fait que bon, le parent, peut-être sain d'esprit, aurait donné une chance à son fils. Ben moi, j'ai gagné 9-1 contre mon gars. Puis là, il pleure, puis il finit pas la game. T'sais. Puis là, ma blonde, elle me dit, mais t'es un idiot. Je dis, mais je ferais pas semblant, puis bâtir une fausse confiance, puis qu'il pense qu'il est de shit. Quand il va jouer en ligne, il va se faire battre. Exact. Puis là, sais-tu quoi? Ben, shout out à Zach, mon fils. Il m'a battu à 9 ans à NHL il y a quelques semaines. J'ai 42 shots, il en a 12, mais ils ont gagné 2-1. Son goaler a goalé sa tête. Puis après ça, il me sort la main. Puis bravo, belle game, papa. C'est parfait. Mais excellent. Les premières années, des fois, il prenait une couple de semaines avant de me challenger parce qu'il trouvait ça tough. C'est correct. C'est comme ça qu'on apprend. On se comprend absolument. Je suis ce genre de père. C'est pour ça que d'après moi, je suis quand même proche du coach aussi. Ouais, ça va être pas mal le même genre de personne.
Fait que là, le mensonge là, du Père Noël, il dure jusqu'à quand? Là? Oh wow, hein, tu vois, là, mon gars, je pense qu'il commence à catcher what's going on. T'sais. Ma fille, à 7 ans, je pense que c'est encore... Elle y croit encore, mais ça achève, là, d'après moi. D'après moi, là, quand il hit le double digit, là, c'est fini. À 10 ans, là, c'est fini ces affaires. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à l'école qui va lui dire « Hey, t'es calme, tu crois ça? » Puis il va être comme « Quoi? » Exact. Bref. Exact. On va finir ça là-dessus, Pierre. OK. À moins que tu avais quelque chose, un dernier mot, Pierre? Il faut saluer notre technicien Jean Séguin. C'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Merci à Jean Séguin derrière la caméra qui nous aide à... Pose pas trop de questions. Merci à Jean Séguin derrière la caméra qui nous aide à produire ce podcast-là. Le démon blanc, on sait toujours pas il y a quel âge. En tout cas, j'ai commencé à haïr les gens qui disent « If you know, you know ». Parce que c'est comme si c'est un peu hautain. Là. C'est comme, t'es en train de dire que tu sais quelque chose que moi, je sais pas. Mais là, je vais le dire pour Jean Séguin. If you know, you know. Alex Reprenant, merci d'avoir pris un moment avec nous. Alex Reprenant, head coach des Redbirds de l'Université McGill. C'était la 3e fois qu'on s'assoyait ensemble. Ouais. Merci en fait, de croire un peu en ce que Pierre-Émile et moi on fait pour le podcast. C'est très apprécié. Puis, dernier mot de la fin. Ben, content de vous voir de retour sur le marché. Je pense que c'est le fun qu'on donne de la visibilité à... je pense que la mission est la même, c'est de donner de la visibilité à notre sport et aux individus qui en font partie. Fait que bravo pour être de retour. Plein d'affaires. Ouais, exact. Nous autres, on apprend plein d'affaires. Voilà. Ceux qui écoutent bien, j'espère qu'ils apprennent des affaires aussi. That's right. Ouais. On finit ça là-dessus. Merci encore, Alex. Merci, puis, chers auditeurs, on se revoit la semaine prochaine.